Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Squalala! Nous sommes partis! Bienvenue dans ce premier vrai épisode du Skull Club. La première règle du Skull Club est on parle du Skull Club et on parle dans le Skull Club. Ici, on discute de culture au sens large avec des camarades qui se sont lancés dans l'aventure de la création culturelle. On est exigeant mais accessible, rigolo mais engagé. Je suis Arthur, tenancier de la chaîne YouTube Skull Kid, et je serai accompagné de deux formidables personnes pour ce pilote. Le premier est une sommité dans le milieu du YouTube ciné au point que Squeezie ne peut pas l'inviter dans Qui est l'imposteur, sous peine de voir une horde de commentaires demander c'est qui le type à côté de JB. Normal, c'est un illustre connu. Salut JB. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Skull Kid pour m'accueillir dans le Skull Club. Je suis très honoré et j'espère que ça va bien se passer. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, oui. Je ne suis pas du tout stressé. Le second est tellement woke qu'un jour François Ruffin a toqué à sa porte pour lui demander de respecter la police et tout le monde a applaudi, mais ça ne l'a pas refroidi pour autant. Il a le nom d'un pape, l'âme d'un prêtre et la conscience d'un anarchiste, c'est Simon-Pierre Mattei, dit SPM. Salut SP, comment ça va ? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va super, merci pour cette présentation flambante. Comment ça va toi ? Bah ça va, je suis pas du tout stressé comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, Mais il n'y a pas besoin de stresser, on est en pleine forme. Non, moi, on est contre nous en fait, il n'y a personne d'autre. Ouais. C'est vrai. À chaque fois que je fais un truc, je suis stressé pile au moment de le faire et avant ça va. Ça c'est normal. Moi je fais tout l'inverse. On va dire que c'est un bon stress parce que je suis sûr qu'il est habité par une envie de continuellement bien faire. C'est vrai, c'est vrai. Alors les amis, déjà, comment allez-vous ? Et ensuite, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites pour les gens qui peut-être nous écoutent ? SP, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Salut. Eh bien, moi, je suis créateuriste de jeux vidéo. Je suis également des fois au jardin, parce que j'ai aussi la double casquette de jardinier-jardinière, quand je suis pas prof de création de jeux ou quand je sais pas de créer des jeux. Et enfin, et surtout, je suis militante pour les droits LGBT, pour la France Insoumise et aussi pour la région Corse, ou en région Corse, ça dépend comment on se fixe tout ça. Et évidemment, je fais aussi du streaming, irrégulièrement. Promis, ça arrive fort. Très bien, donc nous sommes étiquetés d'ores et déjà. JB, qu'est-ce que tu fais, toi, même si... Non. Mais JB, toi qui es le mec le plus connu, comme ton pseudo l'indique, de ce podcast, qu'est-ce que tu fais, toi ? Eh bien moi j'en ai tellement marre d'être invité sur tous les plateaux pour donner mon avis sur tout, tellement je suis connu, comme l'indique mon pseudo, effectivement. Non, pas du tout. Bah écoute, moi depuis que j'ai quitté le lycée, eh bien j'ai fait une école de cinéma. Et durant cette école de cinéma, j'ai également créé une chaîne YouTube sur laquelle je reviens dans des formats courts ou des formats larges, que ce soit des vidéos ou des podcasts, sur les films que je vois, que ce soit des films du passé ou des films du présent. J'ai un parcours beaucoup moins exceptionnel que SPM. J'aimerais bien être jardinier également. J'ai failli l'être quand j'étais petit, quand mon père m'a donné un petit potager dont je ne me suis pas très bien occupé. Je m'en veux tous les jours. Mais voilà, je parle de cinéma à mes heures perdues. J'adore faire ça. Et je suis actuellement à la recherche d'un travail aussi dans le domaine du montage. Voilà. Je passe cette info ici. Et sinon, je suis surtout très content d'être ici. Et je suis absolument fan de Lovely Bones. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai une fixette sur ce film actuellement. Voilà, j'ai essayé de faire une présentation, je sais pas comment elle était, mais elle était. Oui, non, c'est le film de Guadagnino sur les cannibales ? Non, pas du tout. Ça, c'est Bones and All. Lovely Bones, c'est un film de Peter Jackson. Peter Jackson, oui. Pas Peter Jackson. Peter Jackie. Mais oui, je vois ce que c'est, oui. Alors, je suis étonnamment fan de Skull Kid. Je suis complètement fan de Skull Kid. Oui. Nous allons donc aborder un sujet chacun selon ce qui nous intéresse en ce moment. Mais d'abord, on va faire le Flash Info. Flash Info, bonsoir. Alors, le Flash Info, c'est simple. Je vais vous présenter des actualités
dans le monde principalement de la culture. Et vous, mes chers chroniqueurs, vous pourrez réagir à cela. Il y a un chien qui aboie. Est-ce que vous êtes prêts pour les news ? Ready. Toujours prêt. La grande messe cinéphile est terminée. Le festival de Cannes s'est achevé le soir du 23 mars. Après qu'on ait tous spéculé sur des films qu'on n'a pas vus, parce qu'on va pas s'acheter un costard pour aller voir des films, faut pas déconner. L'Europe est à l'honneur dans le palmarès. Alors la Palme d'Or, c'est Fjord de Christian Mungiu, qui est roumain et c'est sa deuxième palme. Autre prix pour des films polonais, allemands, espagnols, français. Est-ce que vous avez suivi ? Est-ce qu'il y a des attentes de votre côté, si ce n'est les attentes de la prochaine interview de Gilles Lelouch pour dire qu'un film sur Jean Moulin, c'est pas politique ? Ça, c'est vrai qu'il a pris une grande prise de position là-dessus. En vrai, c'est pas tellement lui. En vrai, pour être réel. Dis-moi. Pour être réel, c'est pas tellement ce qu'il a dit. En fait, c'est plutôt un scénariste du film qui aurait dit sur Instagram que son film n'était pas politique. Et faut pas. Ça, c'est un paradis au carré. Ils ont réussi à dépolitiser Jean Moulin. Ah oui, c'est fou. Là, je te laisse commencer, SPM. Oui, SP. Est-ce que t'as suivi déjà ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'intéressent si tu as suivi ? La réponse va être très courte. Non. Oui, je me doute. Non, très bien. Moi, tout ce que je suis, c'est justement quand il y a de l'actualité politique. Oui, et voilà. Sinon, non. JB, toi, t'as suivi le festival ? Alors, je l'ai un petit peu suivi, beaucoup moins que d'autres années. Par exemple, l'année où il y avait Titane de Julia Ducournau, où là, j'avais presque une quête de suivi de ce festival. Je me sentais investi d'une grande mission. J'étais super content que Titane ait remporté la Palme d'Or. Et quand je dis que je me sentais investi d'une grande mission, c'est parce qu'à l'époque, il y avait déjà ce système mis en place qui permettait à des personnes n'étant pas à Cannes de pouvoir quand même découvrir des films en même temps que le public cannois dans des cinémas parisiens. Et donc, j'avais fait ça. J'étais allé voir Benedetta. J'étais allé voir Titane. Même si je crois que Titane, je veux pas dire une bêtise, mais je crois que Titane, c'était différent. C'est qu'il sortait nationalement en même temps qu'il était au Festival de Cannes. Oui, parce que je l'ai vu pendant le festival. Ouais. Et donc, cette année, je n'ai pas fait ça, mais j'avais pas fait ça l'année dernière non plus. Après, tous les films qui sont au Festival de Cannes, de base, m'intéressent. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des sélections vraiment intéressantes et éclectiques. Et je dirais que, alors ça va peut-être paraître absurde, mais comme à l'époque, Megalopolis était le film qui m'intéressait le plus de Cannes, tant il avait divisé, mais vraiment divisé. Bah là, il y a un autre film qui a été un peu qualifié du Megalopolis de cette année. C'est le nouveau film de Nicolas Winding Refn. Ah oui. Private Hell. Et j'ai vu les retours dessus. J'ai trop hâte de voir ce film. Parce que de base, moi, je suis vachement intrigué par les films qui clivent énormément, quoi. Et par exemple, j'ai pu voir que dans nos collègues de la 7e Illusion, il y avait des personnes qui avaient fortement apprécié le film, et puis j'ai pu voir dans d'autres collègues critiques cinéma que c'était exactement l'inverse. J'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça donne, surtout que le cinéma de ce type m'intéresse grandement de base. Alors j'ai encore des films à découvrir de cet auteur, puisque à l'heure actuelle, je n'ai vu que Drive et The Neon Demon. J'avais bien aimé Drive, mais j'ai adoré The Neon Demon. Notamment, et c'est un peu mon ami Théopold qui m'a ouvert les yeux là-dessus, parce qu'à la base, j'adorais le film. Et puis après, il m'a dit, mais tu sais qu'il y a vachement des inspirations du Giallo, parce qu'on a étudié le Giallo, lui et moi, l'année dernière. Ouais, dans un podcast de 12 heures. Voilà, et donc ça me donne encore plus envie de le redécouvrir en sachant ça maintenant. Et j'ai vu à quoi allait ressembler la plastique de son nouveau film, et j'avoue que ça me botte bien, ça me hype bien. Et puis se rajoute à ça le côté extrêmement clivant. Après, je vais aller rattraper avec notre ami Cinéchaud Fjord le week-end prochain, qui est donc la Palme d'Or. Et je vais aller rattraper Notre Salut avec Swan Arlo, qui est un film au sujet difficile, mais qui m'a l'air vraiment captivant.
Et non, de base, je suis intéressé par tous les films qui sont à Cannes. Je les rattrape pas tous, mais je suis intéressé par tous les films qui sont à Cannes, parce que, comme je On l'ai peut dit, pas tous les rattraper, oui. je trouve que la composition est éclectique et d'ores et déjà passionnante. Mais voilà, Her Private Ale, ça me botte bien. Voilà. Ça te botte. Alors moi, pour l'anecdote, j'avais vu Titan avant la fin du festival de Cannes où il était présenté. Et j'avais détesté. Et j'avais posté un commentaire acerbe sur Nurshit Cinéma, à l'époque, le groupe Facebook. Et dans les commentaires, j'avais dit, je cite, « Si Titan a la palme, je démissionne de ma cinéphilie. » Et après, le mot est dit. Voilà. Et après le festival, j'ai dit, je prends acte de la responsabilité de cet échec et me retire de ma vie cinéphile. Vas-y, j'y vais. T'as pas dit, ce n'est pas un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Non, j'ai pas dit ça, mais c'était pas encore un truc à l'époque. Non, 2021 pour moi, ou 22. Pour moi, Titan a un rapport particulier parce que je l'avais vu tout seul, j'avais adoré. Et en fait, à l'époque, mon ex m'avait mis en contact avec un ami à elle qui s'intéressait un peu au cinéma. Et j'ai voulu l'emmener voir un film au cinéma. Et donc, on avait parlé de ses goûts cinéma, de mes goûts cinéma. Et même si on se rejoignait sur pas mal de points, il y avait certaines différences. Et il n'avait pas forcément l'habitude de voir des films comme Titan. Du coup, je l'ai emmené voir Titan. Et en vrai, je ne sais pas si c'était une très bonne idée. C'est-à-dire qu'il a trouvé le moment intéressant, mais je ne sais pas si c'était une très bonne idée. Mais j'aimerais bien le revoir. D'ailleurs, c'était très sympa de parler avec lui. Oui. Et on avait bien discuté là-dessus. Ouais. Moi, je retiens aussi je sais pas si tu te rappelles, l'histoire de Victor Ferry, le youtubeur business, qui dit que ce film est une apologie de ce qui est de la laideur ou je sais pas quoi. Enfin, ça me faisait un peu chier d'être d'accord avec lui, mais bon. Je ne connais pas ce youtubeur. Je me souviens que le film avait beaucoup divisé, notamment pour son côté deux films en un. C'est-à-dire que tu as vraiment les 30 premières minutes qui ont un style très particulier, qui diffère beaucoup du style du reste du film, et beaucoup de gens n'avaient pas aimé la fracture entre ces deux instants-là. Ce que je peux comprendre, faudrait que je revoie Titan. Est-ce que je l'adore parce que déjà j'étais plus jeune que maintenant, et parce que j'étais dans une hype démesurée du travail de Julia Ducournau. Maintenant, voilà. Je le suis un peu moins. Par exemple, Alpha, j'ai été moins séduit. Je trouve que c'est un film qui est passionnant, mais qui est quand même sacrément moins tenu que ses précédents. Mais il faudrait peut-être que je revoie Titan également. Mais pour tout te dire, à l'époque, j'étais tellement à fond dans ce festival de Cannes que j'avais acheté la grande affiche avec Spike Lee. Du coup, il y avait Spike Lee qui me regardait comme ça pendant que je dormais. C'était à peine stressant. Parce qu'il faut dire qu'il a une tête sur cette affiche quand même où il te regarde d'une manière insistante. Ouais, ça juge fort. Ça juge fort. Non, mais j'aime bien Spike Lee. Par contre, je connais pas assez son cinéma et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir dans un futur proche. Ouais, le remake de Oldboy, par exemple. Ouais, voilà, genre un film super apprécié, genre le meilleur film de sa carrière, selon certains. Sûrement. The Boys est terminé, ça a l'air d'avoir déçu tout le monde et d'avoir duré trop longtemps, comme tant de séries produites aux États-Unis aujourd'hui. Et ça me fait dire que j'ai bien fait de ne pas avoir cédé à la hype et d'attendre les réactions de la dernière saison. Et je vous demanderai donc, est-ce que vous avez regardé déjà, est-ce que vous ne trouvez pas que les séries actuelles, ça finit toujours trop tard et à chaque fois on est déçu de la fin? Très clairement, la réponse est oui. Il y a quand même une manie grandissante dans la série américaine, mais qui est une manie tout à fait capitaliste, tout à fait productiviste, à vouloir aller plus loin, encore et encore que le filon, et que ce soit comment il s'appelle déjà? The Walking Dead, beaucoup trop long. The Boys, beaucoup trop long. Game of Thrones, écrire sans l'artiste, bon, est trop long. Et j'ai ressenti ça à chaque fois, c'était de me dire, ah là là, qu'est-ce que les premières saisons sont bien. Point. Oui, voilà. Donc je me retrouve à conseiller des séries à des amis et leur dire, regarde les premières saisons et après arrête-toi. Oui, voilà. Ce qui est emmerdant quand on est dans l'histoire, quoi. Donc, The Boys, j'ai regardé les premières. Les avant-dernières déjà que j'ai pu voir m'ont convaincu de ne pas regarder la suite. Et je suis du coup pas certaine du tout de regarder la dernière saison qui a
pas l'air plus intéressante. Bah, là, si j'en crois les retours, c'est pas terrible, en effet. Toi, t'as regardé? Non, Ah, du coup, tu l'as j'ai déjà jamais dit. regardé parce que je sais pas la hype. Moi, en général, je regarde pas les trucs actuels pour éviter ça, justement, pour éviter d'être déçu à la fin. J'attends. Moi, franchement, Ou pire que, la toute ou première pire que saison, la ça vaut série le soit coup. annulée en plein. Pardon. Ou pire que la série soit annulée en plein milieu en plein milieu de l'histoire. Ça vraiment, ça me ferait chier, ça. Ouais, ouais. Ça, ça commence à devenir quelque chose aussi fort. JB, je sais pas si tu regardes des séries, toi. Alors moi, je regarde de plus en plus de séries. Je n'ai pas regardé The Boys pour la simple et bonne raison, je vais être très honnête, qu'à l'époque où la saison 1 est sortie, mon ami Alexandre regardait, il me disait c'est super, et moi je lui disais oh, c'est carrément moche. Genre vraiment, je trouvais Ah oui. ça hideux visuellement, mais bon, je pense que j'avais un rapport à l'image qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'un jour, je regarderai. Je sais qu'il y a eu aussi un spin-off, mais un spin-off qui a été annulé. Mais je suis assez d'accord sur le fait que les grosses séries actuellement, très grand public, très Oui. commercial. On peut citer également Stranger Things, par exemple, qui est l'emblème de ce que tu citais, SPM. Bah, c'est vrai que les dernières saisons sont souvent à la ramasse. Je pense que c'est parce que, un, ils n'ont pas su s'arrêter au moment où il fallait. Deux, ils deviennent malades des attentes qu'ils ont créées chez les spectateurs. Et vu qu'ils sont allés constamment plus loin en arc narratif, en tout ce que tu veux, il y a trop. Et donc, combler toutes les attentes sur tous les points d'une série comme ça devient de plus en plus difficile. Ça manque de socle. Ça manque de simplicité. Alors, il y a des séries actuelles qui, pour moi, ont quand même réussi leur fin. Je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde, mais moi, je suis un grand fan de Sex Education. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié la saison 4. Moi, je trouve qu'elle s'en est remarquablement bien sortie. Et puis ensuite, ils ont dit on arrête. Donc, je trouve que là-dessus, c'était vraiment bien. En ce moment, je suis en train de regarder, mais là, mon propos peut être un peu caduque parce que c'est pas le même principe, mais je suis en train de regarder Andor, la série Star Wars. J'ai commencé la saison 2, je sais que ça s'arrêtera pour toujours après la saison 2, mais ça, c'est dû au fait qu'on a la suite de l'histoire du personnage dans le film Rogue One qui est sorti en 2016. À voir comment ça va se dépatouiller, parce que en ayant regardé seulement 2 épisodes de cette saison 2, je trouve que techniquement, elle est plus aboutie, mais qu'en termes d'écriture, elle est un peu plus à la ramasse, parce que là aussi, tu as ce sentiment d'étirement artificiel de certains enjeux qu'on retrouve beaucoup dans certaines fins de grosses séries. Je pense que faudrait retourner à un système de... En vrai, je sais même pas si ce système a déjà existé, mais on fait une série, on annonce qu'elle aura 4 saisons, et puis c'est marre. Voilà. C'est un peu ce qu'essaye de faire House of the Dragon, j'ai l'impression, où ils avaient annoncé de base que c'était prévu pour 5 saisons et pas plus. Et là, ils ont l'air de tellement s'y tenir que je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, mais il y a des questionnements en interne s'il faut pas finir carrément à la 4e saison. À voir. Mais ouais, je pense que tout ça est un problème d'étirement artificiel, est un problème de création de beaucoup trop d'enjeux qui ne peuvent pas être comblés de la même manière, et ça fait une véritable cacophonie à la fin. En fait, la saison 5 de Stranger Things, et pourtant moi j'aime bien Stranger Things, hein, la saison 1, la saison 2, la saison 3 était un événement pour moi, ça m'avait tout retourné vraiment. J'ai même le vinyle à la maison. La saison 4, je l'avais apprécié, mais c'est vrai qu'en y repensant, tu sentais quand même ce côté on fait traîner artificiellement, et je pense que en fait, si je parle autant de Stranger Things, c'est parce que ça représente vraiment bien le problème actuel des grosses séries, mais de façon plus, parce qu'il y a quand même des épisodes de Stranger Things qui durent 2 heures, 2 heures et demie, et tu sens à chaque fois qu'il n'y a pas de véritable raison
à cela. Mm. Et donc, ouais, j'ai l'impression que ces dernières saisons de grosses séries, The Boys, Stranger Things ou autres, sonnent plus comme des cacophonies irrespirables que de véritables conclusions. Dû en fait à leur système de production, leur système de construction. Je pense qu'il faudrait freiner un peu la cadence. Mais de toute façon, on est dans un monde actuellement, que ça soit dans le domaine des séries ou du cinéma, où de manière capitaliste, on cherche à aller toujours plus loin que le plus loin. Sauf que c'est pas tenable. Il y a beaucoup de choses qui sont pas tenables dans le monde actuellement, que ce soit dans le domaine des séries, du cinéma ou dans d'autres domaines. Et je pense que, notamment via la création artistique, on est en train de se rendre compte à quel point c'est pas tenable. Et qu'il va falloir freiner tout ça. Qu'il va falloir changer radicalement tout ça. Donc voilà. Dans la série, comme dans pas mal de productions maintenant, le Graal absolu, c'est d'arriver à se sitcomiser. Le Graal absolu, c'est d'arriver à dire, ah, bah là, peu importe ce qu'on raconte, on va pouvoir sortir un épisode régulièrement, on va pouvoir raconter une nouvelle histoire, et vraiment ça va marcher. Et ça va marcher. Vraiment, le coup de la sitcom de dire, bon, bah, tant qu'on peut raconter l'histoire et qu'on peut la faire traîner et qu'on peut rajouter de la sauce, ça ira. Alors que l'idée de se dire, ben non, je sais pas, après, je sais même pas si ça s'est passé comme ça dans la production, mais moi, je pense à Breaking Bad parce que je suis très, très peu excentrique. J'ai beaucoup aimé Breaking Bad et j'ai trouvé que c'était carré, du début à la fin. Et je sais que bah, de l'autre côté sitcom, là, tu vas avoir des trucs, des machins que je regarde pas forcément, comme Friends, comme How I Met, ou Malcolm, là, que je révère absolument. Ouais, vous avez compris qui j'aimais. J'adore Malcolm. J'adore. Ah, j'ai cru que tu disais l'inverse. Ok. Ça, je comprends. Ah non, je révère au plus haut point. Okay, je trouve que c'est l'une des meilleures séries au monde qui ait jamais été produite. Et je suis prêt à me battre. Et au milieu, c'est vrai qu'il y a ces ovnis-là, comme Les Sopranos. Où là, pour moi, il y a un imprévu, il y a quelque chose d'étrange. C'est que c'est de la série avec du sujet grave. Et en même temps, ils ont réussi à... Enfin, c'est sitcomisable quand même. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être Les Sopranos, au final. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être Les Sopranos, que ce soit en termes d'écriture ou en termes de succès. Je pense que le problème, c'est que actuellement, pour les grosses séries, il y a beaucoup plus de gens qui veulent aller là où il y a l'argent. Plus que là où il y a la qualité, quoi. Parce que Stranger Things, c'est devenu une véritable... ça a dépassé culturellement le domaine de séries Netflix, quoi. C'est-à-dire... Mais tu penses qu'Hollywood serait intéressé par le fric seulement? On est ultra... Stranger Things, capitalisement parlant, c'est devenu plus, quoi. On est presque dans un truc, on est presque dans un truc à la Disney où tu vas pouvoir trouver des coquetiers Stranger Things, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bah, à partir du moment où il y a des verres Stranger Things à Burger King, c'est déjà que c'est fini. Après, Hollywood a toujours été intéressé par l'argent, mais là, je pense qu'on est dans un moment de désespoir, de fracture qui n'est pas bon. Ça se ressent. Le cri du cygne. Ça se ressent dans les séries, dans le cinéma, où en plus tout commence à se confondre. C'est-à-dire que tu as des séries qui font plus cinématographiques que des films de cinéma, tu as des films de cinéma qui font plus sériels que des séries. Tu vois, on est je vais peut-être dire une bêtise, mais tout ça, ça me rappelle un côté ultra libéral, même dans la façon de engager. Par exemple, Sean Levy sur le prochain Star Wars. Pourquoi tu engages Sean Levy sur le prochain Star Wars? Pas pour ses qualités en tant que cinéaste. C'est juste parce qu'il a réalisé des films, notamment dernièrement chez Marvel, qui ont rapporté de la thune. Mais après, Hollywood c'est le mec de Deadpool. Un peu ça, mais là je trouve quand même qu'on arrive à un point de saturation qui est quand même assez dingue, quoi. Ouais. On voit ça avec Star Wars qui se fait essorer jusqu'à la dernière goutte. Bah, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Andorre, même si j'ai un peu de mal avec la saison 2, franchement, la saison 1, elle est mastoc, quoi. En termes d'efficacité de propos, en fait, le fascisme n'a jamais été autant abordé dans Star Wars que dans Andorre, tu vois. Oui. Alors que c'est sous l'ère Disney. Disney qui essore la marque Star Wars le plus possible. Oui.
Mais ça a toujours été le cas dans les affres de la création capitaliste. Il y a toujours eu des artistes qui ont réussi à jouer avec Voilà. ça pour raconter l'histoire qu'ils voulaient. De toute façon, même George Lucas avait été clair à l'époque. Hein, le côté obscur, c'est les États-Unis et la résistance, c'est le Vietnam. Oui, il y avait un truc comme ça. Il y a un mec sur Twitter à l'époque qui disait mais non, Star Wars, c'est pas politique. Et on lui disait bah si, c'est la guerre du Vietnam. Et il disait bah non, sinon le côté de l'Empire, ça serait les États-Unis. C'est incroyable. À deux doigts. À deux doigts de comprendre un truc. À deux doigts Est-ce qu'il se l'aimait, on ne sait pas, mais deux. Mais de toute manière, je sais pas si on est tous d'accord là-dessus, mais le cinéma... Non, c'est peut-être. Le cinéma, comme dirait Vincent Cassel, J'en peux plus. est politique. Oui. Voilà, parce qu'à partir du moment où tu construis une histoire, tu construis un univers avec des personnages qui interagissent à l'intérieur, tu adoptes un point de vue de société. Et adopter un point de vue de société, c'est politique. Voilà, même la patte patrouille est politique. D'accord ? Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ACAB, soit dit en passant. ACAB inclut la patte patrouille. Ah là là. Le 3 va y avoir des dinosaures dedans. Il y a mon ami Ah Paul qui est un peu hype parce qu'il a vu les 2 premiers films, parce qu'il voit tout ce qui sort. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Mais écoute, peut-être un jour, avec ACAB en moi, je commencerai pas de patrouille, mais bon, on verra. Je te conseille de commencer avec ACAB en toi, Brooklyn Nine-Nine, tout en gardant le ACAB. Oh non, mais il y a trop de saisons, je crois. Regarde que la première fait comme avec toutes les autres. Ok. L'île de la Skibidi Tentafruit est un immense carton sur TikTok, plus de 15 millions de vues par épisode. Ça a l'air horrible, mais j'ai pas vérifié car c'est contre ma religion. 15 millions de vues, ouais, au moins, au grand minimum. Ah ouais. Ouais. Ça crée une panique morale, mais bon, c'est ça, à chaque fois que les jeunes aiment quelque chose. Dans la même sphère infernale, le groupe Amazon a annoncé que MGM va proposer 3 séries générées par IA dans son catalogue, une démarche révolutionnaire selon les producteurs. Tandis que le créateur de l'une des séries s'exclame « c'est comme faire l'amour » et qu'après on nous remettait directement l'enfant. Bon, le créateur en question, c'est Jorge Guiterres, le réalisateur de La Légende de Manolo. Il a annoncé qu'il se retirait du projet hier, je crois. Donc voilà, breaking news, dernier sur l'info. Mais comment tu peux sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance ? Oui. Comment tu peux réaliser La Légende de Manolo et ensuite être un bandeur d'IA, s'il te plaît ? Ouais, mais je comprends il a pas. annoncé que Guillermo del Toro l'avait convaincu et qu'il arrêtait. Moi, je vais être très simple. Hein. J'ai envie de mourir. Voilà. Non, mais franchement, la mort de l'art comme ça, commercialisée, propagandée, non merci quoi. Voilà. Et eux, ils annoncent ça en mode ouais, c'est révolutionnaire. Et mon poing dans ta gueule, ça sera révolutionnaire aussi. C'est vrai. Il a répondu ça, tu vois. Ça, je saurais. SP, est-ce que tu as jeté un œil à l'île de la Skibidi Tentafruit, toi ? J'en ai jeté absolument aucun. Je n'ai même pas idée de ce qui s'y passe. Mais de ce que j'ai compris, ça va être tous les personnages de réseaux sociaux, là, les Tung Saour et les machins qui parlent entre eux, ça n'a rien à voir. Non, c'est des fruits, des hommes fruits, et qui font l'île de la tentation. Oh, et tout est fait par IA. J'ai vu passer des extraits, mais c'est beaucoup trop de l'IA pour moi. Et surtout, je suis beaucoup trop âgé. Je ne peux pas. Je suis agiste. Moi, ça y est, c'est terminé. Je juge dorénavant. Je méprise. Non, mais surtout, ce qui est encore de plus grave, c'est qu'au-delà que ça soit de l'IA moche, c'est nul. C'est dangereux, quoi. Enfin, genre, quand tu tombes sur ce genre de contenu et tout ce que ça montre en termes de propos, notamment sur la femme, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, quoi. Et vu que tu le fais passer sous l'IA et qu'il y a plein de jeunes influençables qui sont en mode « Ah, l'IA, c'est quand même chouette », ils vont voir le fait que « Ah, c'est marrant, c'est fait en IA, les designs sont rigolos, c'est chouette », alors que derrière, les messages sont affreux, quoi, genre, et vraiment dangereux. Donc, non, moi, je suis absolument contre ça, quoi. C'est-à-dire que c'est de l'IA et c'est de l'IA moche, parce que force est de constater que moi, j'ai déjà vu des trucs en IA qui étaient pas dégueux, ça me fait chier de le dire, mais qui étaient pas dégueux. Mais là, c'est de l'IA moche et c'est des propos moches. Donc, voilà. Mais alors comment expliquez-vous le succès grandissant de cette œuvre moche, propos moches ?
parce que derrière, c'est des mecs d'école de commerce. Voilà. Oui. C'est donc ça. C'est donc ça. Et aussi, soyons précis quand même, précisons que selon les statistiques, les plus jeunes sont plus enclins à être contre l'utilisation de l'IA. Oui. Ah, Et sachez aussi que. bah ça c'est cool. Oui. Oui, bah après, moi, je fais confiance à peu près au cerveau des gens quand même, au cerveau des regardeurs et des regardeuses, qui sont capables de savoir si c'est con ou pas. Après, c'est depuis quand je vois les résultats de vote de l'extrême droite, je me dis bon, bah, en fait, peut-être qu'il faudrait que je change d'avis. Mais c'est peut-être les mêmes gens qui regardent l'île de Skibidi Tentafruit. Bah, j'ai envie de dire peut-être même pas. Peut-être qu'il n'y a pas un diagramme de veine. Peut-être qu'au contraire, c'est des gens qui s'en foutent et qui savent très bien que c'est des débilos. Ouais, voilà. Et qui sont en mode, mais moi, je m'en fous. C'est comme le loft, quoi. La plupart des gens regardent en disant oui, mais je regarde au second degré, donc ça va. Voilà, il y a un second degré. C'est assez voyeur, quoi. Mais après, moi, je sais pas s'il faut être plus, je sais pas s'il faut être plus exigeant. Moi, je vois ce qui se passe sur Instagram et sur TikTok. Il y a quand même quelque chose de très cringe, de très, ah, vous avez vu comme je suis bizarre. Ah, vous avez vu, en fait, je m'intègre pas. Ah, je vous avais vu, je suis rigolo, mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire en public. Et en fait, quelque part, bah, en montrant ça, bah, ça éduque sur oui, je le fais quand même, mais je suis conscient du décalage social. Du coup, l'île de la Skibidi Fruit et Bidule, je sais pas du tout ce que ça dit exactement. Ça doit être bien con vu ce que tu m'en décris. Mais je sais pas à quel point c'est compris comme un évangile, quoi, au premier degré. Je vais dire une phrase de gros con. De boomer. Moi, j'ai grandi avec du Spielberg. Il y a des gens qui vont grandir avec l'île de la Skibidi Tentafruit. S'il vous plaît, dites-moi quand même que je suis dans le bon chemin. Ça veut pas dire que tous les jeunes de ton âge ont grandi avec du Spielberg. Hein, oui, mais s'il vous plaît, rassurez-moi. Ah, je sais pas. Moi, je te rassurerai. Je pense qu'il faut détruire l'IA. Là, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est l'IA le problème dans son utilisation et comment elle remplace les gens. Tu me diras, j'ai également grandi avec Alvin et les Chipmunks. Donc, oui, voilà. N'était-ce pas un peu de l'IA avant l'heure? C'est le précurseur. Parce que le 3, quand même, ça se pose là, en termes de ça, visuel. c'était déjà là, quoi. Je l'ai pas vu, le 3. Il y a une légende qui raconte que tout ce qui fournit de l'IA est basé sur Alvin et les Chipmunks 3. Wow. Ah oui? Non, je viens de l'inventer, mais j'ai je fais mon révisionnisme. Voilà, à moi. Une très belle légende. Dans ton fanon. Il n'y avait pas un film Final Fantasy aussi qui avait été fait entièrement en image artificielle, mais bon, pas avec l'IA, mais c'était de la 3D. Capture. C'était de la performance capture. Après, là, dites-vous que vous êtes déjà envahi parce que moi, par exemple, depuis le début, je suis une IA. Mais ça, je m'en doute un peu. Vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre dans ma voix? En fait, je fais que écrire depuis tout à l'heure sur un prompt, et puis vu que j'ai la flemme de parler, c'est l'IA qui parle à ma place, quoi. Bah moi, ce qui me faisait bizarre, c'est que toutes les 5 minutes, tu faisais une pub, soit pour Schweppes, soit pour Coca, enfin, soit pour d'autres sodas. C'était un peu étrange. Bah ouais, tout à l'heure, ça vous a pas mis la puce à l'oreille quand j'ai fait le cinéma à la Vincent Cassel. C'est parce que je change en fait la voix. Est-ce que tu as vu cette vidéo d'une IA de prononciation là qui essaye de dire WWE? Ouais. Quand elle fait. J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Elle bug. Mais je crois que mon moment préféré, c'est au moment où elle fait, et c'est vraiment vrai, hein, Skull Kid, elle fait ça, elle fait. Comme ça. Oui, mais c'est très précis, c'est exactement ça. J'imagine tellement le commentateur dire ça. Bon, bah, on est dans plein souffrance, mais on rigole bien. On souffre fort, mais sachez que le pape est entré en guerre contre l'IA. Et que Dieu est mécontent quand il y a trop d'intelligence artificielle pour Dieu et pour le pape. Dieu, il en avait marre de voir des vidéos intelligence artificielle où il sauvait Trump, et du coup, il a fait c'est quoi ce bordel? Léon, tu veux pas faire quelque chose? Donc voilà, il a déclaré ça indigne et ignoble. Ouais, il y a des mèmes où tu vois Léon avec une batte de baseball là et comment lui donner c'est adorable. Oui, voilà. Je le trouvais
assez discret, ce pape, depuis qu'il avait été Oui, élu, oui. si je puis dire. Oui. Mais je vois de plus en plus de certaines de ses positions avec lesquelles je suis plutôt en accord. Donc, voilà. Et puis, c'était un message assez fort quand même, parce qu'il est sacrément opposé à Trump, hein, il me semble. C'était un message assez fort qu'il soit américain. Tu vois. Oui. Donc, voilà. Et je commence à m'y connaître en élection de pape, puisque quand j'étais petit, chez mes grands-parents maternels, j'avais regardé en entier l'élection du pape François. Voilà, c'était un moment que j'avais pas forcément apprécié, mais en même temps, culturellement, je me rends compte que c'était intéressant. Mais Moi, j'aime tu t'es bien tapé parier tous les sur pires qui sera moments. le nouveau pape, mais... Et puis j'ai vu Conclave, donc forcément que je m'y connais. Et puis Voilà. aussi Alvin, Ah oui, et les Chipmunks. Et Alvin et Et Alvin et Chipmunks les aussi. Shipments 3. Hein? À la fin, Théodore devient pape. Ah, si seulement. D'ailleurs, attendez, il faut que je vous raconte un truc. Sur Alvin et les Shipments. J'ai rigolé J'aurais pas très cru fort entendre cette sur un phrase. truc. J'ai rigolé très Son fort sur un tunnel. truc alors que c'est absolument horrible. C'est juste... Et ça a aucun sens. Hein. Je suis tombé en scrollant sur Instagram sur un truc qui s'appelle Alvin, Simon et Théodore tués brutalement par une tronçonneuse. HD son. Genre audio MP3 HD. Et tu les entends hurler avec une tronçonneuse. Et j'ai beaucoup trop rigolé alors que c'est horrible. Quoi. Avec la voix trafiquée, là. C'est ça qui... C'est juste, ça sortait tellement de nulle part, quoi. Mais il y a On tombe aussi un là-dessus à truc 3 genre... heures du mat. Il y a aussi un truc genre Wario meurt d'indigestion dans un ascenseur.mp3, un truc comme ça. Non, mais c'est comme hier, j'ai vu un truc sur Twitter et promis, après, je te laisse passer à la suite du podcast. Mais j'ai trouvé ça trop drôle. C'est quelqu'un qui disait c'est pour ça que je peux pas supprimer TikTok. Il a mis un screen avec marqué pauvre Isabelle Huppert regardant des objets cédés sous pression pendant 1h43. Oh, mais oui. Ça sort tellement de nulle part, ça me fait beaucoup trop rire. Moi, j'ai décidé de pas te laisser continuer, Arthur. Et du coup, sachez que sur YouTube, il y a quelque chose comme 1 heure de silence irrégulièrement interrompu par Luigi. Et ça... Ouais, mais ça a été décliné à l'infini avec tous les sons possibles et imaginables. Mais c'est oui. Oui. C'est un truc de streamer, ça, de garder 1 heure de silence brisé par un bruit dans un coin et d'être surpris à chaque fois. Bon, allez, on te laisse continuer, notre cher Arthur. On est désolé. Allez, continuons le conducteur. Une si belle chevelure, une si belle barbe. Continuons la croisade contre l'IA. Alors, toujours dans la souffrance, mais vidéoludique, cette fois, tollé général sur Steam après l'approbation du jeu Plantation Simulator, à la surprise même de son créateur. Même son créateur est surpris que ce soit sur Steam. Est-ce que vous en avez entendu parler ? C'est un jeu raciste ? Ouais, dans ce jeu, le but est de fouetter suffisamment des esclaves pour qu'ils produisent plus, mais pas trop pour qu'ils restent en vie. Le monopole de la plateforme sur la vente de jeux en ligne. Oui, je te jure. Ah, mais moi, je disais ça pour une blague. Ah non, c'est vraiment fouetter des esclaves noirs et s'ils les fouettent trop, ils meurent. Non, mais c'est bon, là, je skip ce monde. Je pars. Je pars dans un monde parallèle. À la docteur. Allez, salut. Le skibidi monde. Non, mais quand tu me disais plantation au début, je pensais que c'était un jeu de plantation de légumes. Donc après, j'ai fait la vanne en mode, voilà. Putain, mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu comprends pourquoi le Gorafi et pourquoi tous ceux qui font des séries américaines, là, ils ont du mal en ce moment. En plus, ça s'écrit tout seul. Je viens de voir que Skull Kid a téléchargé le jeu et a mis 5 étoiles sur Sens Critique. Bah écoute, il n'y a pas de microtransaction. Excellent, bien mieux fait que Titan. Personne va tomber enceinte d'une voiture. Une vision du monde avec laquelle je suis parfaitement en accord, c'est le Skull Kid. On essaie de me call out. Mon jeu, mes valeurs, mon saucisson. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, après, je ne m'y connais pas assez dans le monde jeu vidéo ludique. Mais c'est n'importe quoi. Je sais même pas comment on peut construire un avis constructif autour de ça, quoi. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que Steam était connu pour refuser des jeux sur certains prétextes. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Horses qui traite d'esclavage, tu vois, d'exploitation de l'homme par l'homme, par un studio italien, qui a été refusé de Steam et ça a créé un tollé. Et ça, il l'accepte sans aucun problème.
C'est ça qui est Mais fou. c'est peut-être une erreur. En fait, j'ose espérer que c'est une erreur. Pour eux, Bah, hein. je pense qu'ils vont pas J'espérais que, vérifier. vous Hein. espérez que c'est des intelligences artificielles qui font la sélection. Oui. Non, moi j'ai un souvenir assez nostalgique de Steam et je vais rester là-dessus. C'est quand j'avais téléchargé pour la première fois Team Fortress 2 et que j'ai passé des heures et des heures pendant des années à m'éclater Ah, la base. dessus. Voilà, la base Team Quel Fortress 2. était, qui était ton main, JB? Alors moi, j'étais fourbe parce que moi j'adorais le sniper. Ah, le sniper. Et j'adorais parce qu'en fait, ce qui était génial dans Team Fortress 2, pour les gens qui avaient pas de thunes comme moi, c'est que tu pouvais tester gratuitement les super méga armes top modèle. Et donc, je testais souvent la super méga arme sniper. Après, je l'aimais bien. J'ai voulu me professionnaliser en scout après. J'étais un peu moins doué. Je pense que celui où j'étais le plus nul, c'était médecin. Ah oui, ça c'est. Ah, j'étais nul. Medic. Mais en même temps, je ressentais une certaine fierté quand je trouvais le monsieur avec la grosse sulfateuse et que je pouvais le soigner. Oui. J'avais un sentiment d'appartenance, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je jouais le pyro et je cramais des. Tu sais, tu lances un petit coup de lance-flamme à tes alliés pour voir si c'est pas un espion. Et ah ouais. Ah bah espion, j'étais nul aussi. Mais anecdote. Ouais, espion, c'est très dur. Sur le serveur Epicube Minecraft. Alors là, je rappelle peut-être des lointains souvenirs à des gens. C'était génial. C'était génial ce serveur à Noël, à Halloween, ils redécoraient tout le hall. Et ils avaient fait une version de Team Fortress qui avait certains bugs, mais qui étaient quand même fonctionnables sur leur serveur Minecraft. Et moi, j'ai toujours aimé la façon dont tu détournais des jeux sur Minecraft. Ça montrait la puissance de Minecraft. Par exemple, il y avait un autre serveur qui a été très longtemps mon serveur préféré, qui s'appelait Poudlard RP. C'était avant que J.K. Rowling devienne ce qu'elle devienne. Et en fait, ils avaient recréé tout le monde de Harry Potter, notamment Poudlard, mais aussi plein d'autres endroits du monde d'Harry Potter. Et c'était littéralement Hogwarts Legacy avant l'heure. Et le serveur est toujours ouvert, je crois. Et c'était un taf de malade mental. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Et par contre, ce que je faisais, c'est que souvent, pour redémarrer ton aventure, fallait que tu envoies un SMS, un truc, et genre, ça te prenait quelques centimes. Et quand j'étais pas content de la maison auquel j'appartenais, je faisais ça. Ah, ok. Voilà. Hogwarts Ah, Legacy. c'était fourbe, ça. Hogwarts Legacy, mais sans l'antisémitisme. Juste Hogwarts. Juste Hogwarts Legacy, ok, j'avais pas compris. Et enfin, dernière news dans la section veille de l'actualité de l'extrême droite. Et là, c'est une bonne nouvelle. La chute de Jean Messia me fait un bien fou. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais J'écoute, je suis très 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 heureuse de l'apprendre ici et maintenant. Écoute, Jean Messia qui faisait des cagnottes pour tout et n'importe quoi, genre et il en a fait notamment une pour les familles. Ouais, non, mais pour les familles des gardes pénitentiaires qui ont été tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Et il a gardé l'argent, en fait. Et depuis le début, il gardait l'argent de la plupart de ses... Et du coup, il a été chopé. Et ça régale. Non, mais Jean Messia... Il se défend actuellement en disant « Oui, mais la plateforme a confondu les ribs. » Non, mais Jean Messia, c'est un sketch. C'est un sketch, ce type. Non, mais je pense qu'il a été écrit par South Park. Je ne comprends pas comment on peut apporter du crédit, comment on peut être convaincu par les dires, par les agissements de ce type. Et en plus de ça, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que je connais. Et donc, à chaque fois que je vois un truc sur Jean Messia, je fais oh, personne que je connais, qu'est-ce que tu fous là? Ah non, c'est Jean Messia. Non, c'est la Jean personne Messia, que je connais qui lui ressemble est bien plus sympathique, bien plus intègre. Et je suis absolument pas étonné que, du coup, il y ait ces accusations de fraude contre lui. Je suis absolument pas étonné parce que vraiment, un sketch, quoi. C'est-à-dire, il y a des personnes d'extrême droite que je n'aime pas du tout, vraiment, sur 0 point, mais qui ne paraissent pas comme des sketchs quand tu les entends parler, quand tu les vois agir. Et en un sens, ils sont d'autant plus dangereux. Et Jean Messia, lui, c'est un sketch, quoi. Vraiment. Excuse-moi, Simon, je t'ai pas laissé parler, désolé. Je voulais parler, moi? Je ne sais plus. J'ai oublié. Je ne sais plus. Des troubles de l'attention, c'est vrai. Ils sont avérés. Et je voulais dire un truc. À quel moment?
Non, je crois que tu l'as dit, non Moi, je sens que c'était un personnage de South Park. Ah oui, oui, vraiment, j'en reviens, moi, à chaque fois à mes lectures du réel, c'est-à-dire de dire, mais quand on pense à se dire, pour séparer les gens, on va faire un mur, pour mettre plus d'extrême droite, on va rajouter plus d'extrême droite, on va les mettre à l'Assemblée nationale parce que c'est une idée républicaine. Enfin, c'était impossible à écrire. Comme à la mort de Quentin de Ranc, le fait de faire une minute de silence pour un néo-nazi, c'était imprévisible au possible et de dire après, on n'avait pas vu. De toute façon, on est à la grande époque de on n'avait pas vu. Jean Messia, il n'avait pas vu que c'était le RIB. On n'avait pas vu que Quentin, c'était un néofasciste. On n'avait pas vu que l'extrême droite, en fait, c'était pas républicain. Et du coup, on les a quand même mis à l'Assemblée. Bon, bref, ça s'écrit seul. Ça s'écrit seul en ce moment et je crois que le fait de pas comprendre, comme tu disais juste avant, illustre connu, de dire mais je comprends même pas comment des personnages comme ça arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je crois que c'est là qu'on a notre faiblesse. Je crois que c'est là qu'on a notre faiblesse quelque part, c'est qu'on n'arrive pas à voir la puissance de ces gens-là pour convaincre. Et moi, c'est vrai que ça m'épuise aussi, ça me fatigue aussi, parce que vraiment, s'il faut se farcir du Jean Messia pour comprendre pourquoi les gens tombent dans du Jean Messia, je sais pas si c'est la solution non plus. En fait, je suis en même temps d'accord avec toi et pas d'accord sur le fait que c'est notre faiblesse. En fait, quand je dis que je comprends pas, je comprends un peu dans le sens que je vois les dynamiques qu'il crée qui font que des personnes vont s'accrocher à lui, à ses dires, à ses agissements. Mais quand je dis que je ne comprends pas, je pense que c'est justement une barrière que je m'impose et que je trouve plutôt salutaire, c'est que si tu commences à vouloir trop comprendre ces gens-là, en tout point, t'as des risques, peut-être, d'être d'accord avec eux, au final. Je pense que si tu commences à vouloir trop comprendre et par conséquent trop normaliser parce que tu t'habitues, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est ce qui a un peu été fait depuis beaucoup d'années et qui a fait que l'extrême droite est montée de plus en plus. Et je pense que en un certain sens, je ne sais pas si je m'exprime très clairement, si je pose les bons mots sur mon ressenti, je ne veux froisser personne, mais en un sens, je pense que certaines personnes ont trop voulu mal comprendre. Et il y a d'autres personnes qui ont voulu bien comprendre. C'est-à-dire faire un distinguo nécessaire pour empêcher de tomber dans ces discours-là. Mais ceux qui ont voulu trop mal comprendre, peut-être involontairement, sont peut-être tombés dans ces discours au final. Voilà, je ne sais pas si mon analyse est très pertinente, si elle est très bien construite, mais j'ai encore beaucoup à faire. Je suis dans mon éveil politique, j'ai que 24 ans, j'analyse, j'écoute. Voilà. Moi, je vais te dire, je pense que je vais avoir une lecture qui est beaucoup plus coupante. Et moi, de fond, quand même, je reste marxiste et je reste matérialiste. Et ma vision globale là-dessus, comme celle de la plupart des autres marxistes et des autres matérialistes, c'est que c'est la distribution des richesses, dans le fond, le point important. C'est-à-dire comment on redistribue les richesses et surtout à qui on les prend. C'est-à-dire la question de base presque qui devrait entièrement faire le clivage gauche-droite, ce serait est-ce qu'on prend aux très très riches qui ont trop pour en donner à plus ou est-ce qu'on prend aux autres pauvres qu'on n'aime pas? Et là, peu importe l'époque, ça peut être des Français sous chien, des Français pas sous chien, enfin bref, il faut faire la division, et ça, ils sont doués à l'extrême droite pour faire des divisions, à savoir qui est le vrai bon pauvre et qui est le mauvais pauvre. Bon, aujourd'hui, on comprend à quel point c'est la dynamique raciale qui vient mettre son nez là-dedans, c'est-à-dire là, ça va être les étrangers, ça va être les musulmans, etc. Et en soi, tout le reste, c'est du flanc. Tout le reste, c'est du flanc. L'objectif, là, franchement, pour eux, c'est de dire, vous voyez, c'est à eux qu'il faut prendre. Parce que s'il y a moins de gens qui touchent des subventions, parce qu'il y a moins de gens qui ont des métiers, parce qu'il y a moins de gens qui vont à l'hôpital, blablabla. C'est-à-dire si on réexpédie tous ces gens-là qu'on n'a pas envie d'aider, eh bien là,
on pourra aider les nôtres en priorité. Donc, c'est vrai que tu sais, quand tu dis mais je comprends pas à quel point on peut y croire et en même temps, j'ai pas envie de comprendre, ben, je vais aller encore plus loin que toi et je crois que tu as raison. Je crois que même eux comprennent pas dans le fond. C'est juste un cheval qui va vite. Il va Ouais, je vite vois. dans la dynamique raciste. Donc, peu importe ce qui est dit, tant que ça va vite, on prend. Donc ouais, je pense qu'il faut pas trop comprendre, comme tu dis, parce qu'en fait, sinon, on se perd dans des trucs que eux-mêmes ont pas voulu comprendre. C'est juste un agenda raciste qui est avancé, et point. Cette émission est politique. L'avez-vous L'avez-vous remarqué perçu? Avez-vous remarqué? Nous sommes situés. Et maintenant, Alvin et les Chipmunks. Wow, tu les as super bien imités. J'ai T'as vu directement ça? C'est reconnu Théodore. incroyable. C'était Jean Messia en Chipmunk. Et puis Théodore, je lui ai parlé il y a pas longtemps au téléphone. Il m'a dit abattez la citadelle comme ça. Donc, bon. C'était lui. Lui aussi, il est bien situé. Non, il avait une voix grave pour le coup. Mais juste pour dire ça, il se met à avoir une voix normale. Il m'a dit j'ai travaillé ma voix pour. Il m'a dit j'ai travaillé ma voix pour essayer d'avoir la voix de Jean-Luc Mélenchon, mon idole. J'en faisais. Théodore, Goutte. Simon, je lui ai parlé, il est plus du côté Retailleau. Ça se voit, ça s'entend. Et Alvin, il est plus du côté Macron, donc. Ouais, du coup, ça s'équilibre, c'est la neutralité. Ça s'équilibre, mais bon. Bon, je comprends pas comment ils arrivent à faire groupe, mais ok, pourquoi pas. Ouais, ils sont divisés maintenant, ils ont arrêté les albums. C'est pas possible, les Boys repas Band de a été Noël, rompu. J'adore le fil conducteur. Alvin et les Chipmunks qu'on a créé pour cet épisode est dingue quand même. C'est la fin de ce flash info qui n'aurait pas été si flash, mais on s'est bien marré. Here we go! JB, tu voulais, pour ton sujet du jour, tu voulais te demander, vaut-il mieux connaître les intentions d'un film avant de le voir? C'est bien ça? C'est pas du tout ça. Non, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça parce que il y a peu de temps, j'ai enregistré un très long podcast où je parlais de plusieurs films et je me posais des questions plus larges. Je ne donnais pas que mon avis sur les films, je posais des questions plus larges autour d'eux qui se corrèlent à ma vision du cinéma en général. Et en fait, je vois beaucoup de personnes sur Internet que je respecte qui parlent de films, soit du passé, soit du présent, et qui les analysent par le prisme, pas uniquement, mais quand même de manière assez conséquente, par le prisme de les auteurs derrière, par exemple le réalisateur, le scénariste, le directeur photo, l'acteur a voulu transmettre ci, ça, dépeindre, développer, finaliser de cette manière-là, de cette manière-ci. Et donc, je trouve ça intéressant ou je ne trouve pas ça intéressant par rapport à ça. Et j'ai ressenti un certain mal-être par rapport à ça. Pas de la faute de ces personnes que je respecte totalement et qui font d'ailleurs très souvent un travail absolument passionnant. Mais dans le sens que moi, et en fait, dans ce sujet, je vais vous poser la question à vous pour que vous m'éclairez aussi. Dans le sens que moi, je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je n'aime pas trop cette méthode. Je préfère, quand je regarde un film du passé ou du présent, dans le sens où, quand moi je regarde un film du passé ou du présent, je n'aime pas forcément... Et je dis ça parce que, notamment, dans pas longtemps, arrive Disclosure Day de Steven Spielberg. Je suis un grand fan de Steven Spielberg. Mais dans le dernier trailer qui est sorti, qui avait une forme assez bizarre, assez nouvelle par rapport à d'autres trailers de gros films qui sortent actuellement, on avait toute une partie où Steven Spielberg expliquait un peu ce qu'il a voulu transmettre dans son film. Point par point, avec des points assez spécifiques. Et au-delà de ça, je trouvais que le trailer en montrait trop. Mais bon, bref. Et moi, je préfère vraiment voir un film sans trop en savoir. Je parle bien des intentions des auteurs derrière, parce que ça m'arrive de regarder des bandes annonces, mais les intentions précises des auteurs derrière, je n'aime pas trop les savoir pour ensuite
avoir un critère d'analyse que je juge personnellement moins cloisonné, moins cadenassé, plus libérateur, quitte à peut-être totalement me tromper sur la ligne, c'est-à-dire je vais dire pour moi le film parle de ci, parle de ça et je trouve ça passionnant ou je trouve ça pas intéressant, alors que après je vais regarder un interview des auteurs derrière qui vont dire mon film a pas du tout voulu parler de ça. Quitte à tromper, c'est pas grave parce que je considère qu'il y a une parole sur le cinéma qui se dégage, qui est tout aussi viable que une parole qui est plus ancrée sur les intentions des auteurs, etc., etc. Mais en même temps, je ressens un certain mal-être parce que je me dis, mais est-ce que dans ce cas-là, je fais bien mon boulot de critique ? Est-ce que, par exemple, dans le boulot de critique de base, il n'y a pas justement, et de cinéphile, ce sujet, c'est-à-dire il faut vraiment se renseigner avant de parler d'un film, de quoi il parle intrinsèquement, que ça soit en termes d'écriture, de mise en scène, de tout ce qui fait un film. Je sais pas si je suis à la bonne place, mais en même temps, je peux pas aller contre cette envie que j'ai. Je peux pas me mettre à tout le temps me référer à ce que disent les auteurs, etc. Mais donc voilà, je me pose la question. En un sens, pour moi, la méthode que j'applique, que d'autres gens appliquent, j'en suis sûr, elle est plus libératrice, elle est plus incertaine également. Elle peut être plus synonyme de faute que l'autre, mais je la trouve tout aussi noble, je la trouve tout aussi captivante, et je voulais avoir en fait l'avis des gens qui vont écouter ce podcast en commentaire, en espérant que j'ai bien dépeint mon ressenti, et également votre avis à vous sur la question où vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt de la première école, c'est-à-dire connaître vraiment toutes les intentions avant, ou plus de mon école, ou voilà, dites-moi. Par exemple, Skull Kid, voilà, en premier. Oui, ok. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que parler d'un média quel qu'il soit, c'est la rencontre avec l'œuvre d'art. C'est la rencontre entre le spectateur et l'œuvre d'art. Et que parfois, ça produit des effets qui n'étaient pas du tout prévus par les créateurs de l'œuvre en question. Et ça crée une nouvelle façon de voir qui est tout aussi valide que celles qui sont adoubées par les créateurs. Maintenant, j'irai encore plus loin en parlant de... moi, je me souviens beaucoup de certains youtubeurs ciné qui nous parlaient des promesses d'un film. Et ça, je suis tout à fait contre, de dire que un film est réussi à partir du moment où il tient ses promesses. Et j'aimerais bien savoir qui a décidé quelles étaient les promesses d'un film. Je pense notamment à Durandal qui disait Transformers c'est un bon film parce qu'il promet de tout faire péter et il fait tout péter. Et je trouve que vraiment c'est une vision surtout que pour avoir la promesse d'un film, il faut regarder les bandes annonces qui sont pas faites par les créateurs et qui sont des produits marketing avant tout et qui parfois vendent des choses même complètement fausses. Oui. Ouais. Les bandes annonces de Marvel, ou même j'ai revu les bandes annonces des 3 derniers Star Wars. Tu regardes la bande annonce du 8, elle te dit que Rey passe du côté obscur, alors que pas du tout. Mais ça, c'est fait exprès, ça, en plus. C'est vraiment pour te mentir, pour te faire croire. Pour ce que a dit Durandal que j'adore de tout mon cœur, voilà, même si je suis pas toujours d'accord avec lui. Ah ouais, moi j'aime trop Durandal. Je suis pas toujours d'accord avec lui, je trouve que parfois, vraiment, il s'enfonce dans des arguments très problématiques concernant ce qu'il analyse, mais également pour lui, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont réagir parfois de manière pas assez nuancé. Après, est-ce que Durandal est assez nuancé aussi ? Je ne sais pas. Mais c'est quand même quelqu'un que je respecte dans l'ensemble de son travail. Mais pour réagir à ce qu'il a dit sur Transformers, je suis pas trop d'accord parce que, ok, Transformers promet de faire tout péter et il fait tout péter. Mais pour moi, après, il y a manière et manière de tout faire péter. Tu vois ce que je veux dire ? Et aussi, en fait, tu disais, c'est très intéressant, tu parlais de rencontre avec une œuvre d'art. Et que si on suit mon école, on va voir survenir des sentiments, des réflexions qui n'étaient pas forcément prévus d'être là.
et d'être développé ensuite. Et ça, je pense que ça peut arriver aussi dans l'autre école, où tu connais toutes les intentions des auteurs derrière. Parce que, comme je l'ai dit avec Transformers, il y a manière et manière de tout faire péter. C'est-à-dire, un auteur peut très bien te dire, bah voilà, dans ce film-là, j'ai voulu critiquer le male gaze, et donc toi, tu vas juger le film sur la façon dont il critique le male gaze, mais là aussi, de par ta personnalité, de par ton fort intérieur, tu vas dire si c'est bien critiqué ou si c'est pas bien critiqué, avec des nuances qui te sont particulières et qui n'étaient pas forcément censées être là non plus. Donc c'est un sujet qui est très vaste, qui est plein de nuances, mais que je trouve passionnant à décortiquer. Et vas-y, je te laisse continuer, à moins que Simon souhaite continuer. J'ai envie de rebondir sur deux choses. Déjà, premièrement, sur les intentions, déjà, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de raconter. Ça m'a fait réfléchir à des choses que je réfléchissais plus. Mais je crois bien que oui, quand même, il y a très peu de gens qui diraient ah non, moi je me fie absolument à ce que dit la critique ou ce que dit le réalisateur, réalisatrice ou ce que veut l'équipe avant de voir un film. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, la publicité, c'est quand même la promesse de quelque chose. Si on y va, c'est quand même appelé par quelque chose, par un appât, par une envie, par l'ombre d'un doute de quelque chose. Si je vais au restaurant, c'est au moins je sais que je vais bien manger et je vais manger quelque chose que je veux. Bah, quand même, quand je vais voir un film, j'en attends un truc de lui. Du coup, est-ce qu'il faut connaître toutes les intentions sur le bout des doigts? Bah, j'espère pas. Sinon, sinon, on se transforme juste en critique de la critique de la critique de la critique. Et moi, je trouve que c'est un monde épuisant, mais je pense qu'il en faut un aussi. Enfin, je sais pas s'il faut un élitisme là-dedans, mais en tout cas, j'imagine qu'il faut nourrir des émissions avec des gens qui parlent comme ça. Et le deuxième point sur lequel je rebondis, c'est j'ai oublié le titre du film et j'ai complètement oublié les acteurs et les actrices aussi, mais je me rappelle que c'était Le Bouffon Vert et Barbie. Et ils avaient fait un film qui était censé être féministe et particulièrement libérateur et montrer l'épanouissement de la femme. Pauvre créature. Oui, quelque chose comme ça. Ah oui, non, c'est pas Barbie, c'est pas Barbie, c'est une autre, mais c'est le Bouffon Vert et c'est pas Barbie. C'est le Bouffon Vert et La La Land. Oui, c'est le Bouffon Vert et La La Land. Excusez-moi, je confonds les femmes de films hollywoodiens. Oui. Et du coup, en parler comme un film émancipateur, libérateur et féministe, pour au final avoir une suite d'agressions à l'écran, plus ou moins consenties selon le personnage, ça a divisé fort. Pourtant, la promesse, je m'en souviens. La promesse, c'était celle du féminisme et de la libération. Et pour beaucoup de personnes qui ont vu ça, pas toutes, hein, évidemment, c'est là qu'on a des clivages sociaux et idéologiques. Ça a été pédo-agression, ça a été agression sexuelle, ça a été consentement à l'agression en continu, et ça a été patriarcaland. Le cinéma de Yorgos Lanthimos, la volonté de base n'était pas celle-là, quoi. De par, c'est un cinéma qui est méchant, qui est cruel, le cinéma de Yorgos Lanthimos. Donc je pense pas. Est-ce que cette attente a été vraiment construite par les bandes annonces et les dires de l'équipe derrière, ou est-ce qu'elle a été construite par plutôt des personnes qui avaient vu le film en amont et qui se sont fait assez entendre? Pour le coup, c'est vrai que j'aurais pas, je sais pas à qui jeter la pierre. En tout cas, ça a été des lectures critiques qui s'opposaient fort sur le film. J'avoue pas connaître l'avis des auteurs, là pour le coup. Oui. Mais c'est intéressant. En fait, tu disais, tu penses pas qu'il y ait une école de personnes qui se réfèrent que aux dires des auteurs. Moi, j'ai un sentiment inverse. Quand j'écoute certains critiques, j'ai vraiment le sentiment... Leurs phrases commencent pas toujours comme ça, mais je vais faire une généralité, peut-être un peu bête, mais pour expliquer mon point de vue. Leurs phrases souvent commencent par « machin de l'équipe a dit ça, et donc est-ce que c'est dans le film ? Et voilà ce que j'en pense. » Alors que moi, je serais plus en mode « j'ai vu ça dans le film, et voilà ce que j'en pense. » Et après, je vais peut-être aller m'intéresser à ce qu'a dit... Et ça m'est déjà arrivé dans mon travail quand même de me référer, par exemple, quand j'ai parlé de Star Trek 5, je me suis référé au fait que William Shatner
acteur et réalisateur du film, s'était excusé d'avoir fait le film d'une certaine manière, et donc j'ai basé ensuite mon argumentaire un peu sur son excuse en disant bah t'avais pas à t'excuser Pépère parce que ton film il est génial. Mais je le fais pas tout le temps. Par exemple là dans un podcast que je vais sortir, je me suis posé cette interrogation au moment où j'ai parlé de Zazie dans le métro de Louis Malle, qui est un film que j'ai découvert il y a peu. Et je suis pas du tout allé m'intéresser à le bouquin dont c'est inspiré, qu'est-ce que raconte véritablement le bouquin et qu'est-ce qu'a voulu véritablement raconter l'équipe. Non, j'ai dit, bah, pour moi, le film raconte ça. Je trouve qu'il le raconte bien. Et voilà. Mais je trouve ce sujet-là vraiment passionnant dans ce qu'il raconte sur nos attentes, nos critères d'analyse. Je le trouve très très large, je le trouve blindé de nuances, parce que ça soit dans les deux écoles, il y a beaucoup de nuances qui se contredisent, mais beaucoup de nuances qui se rejoignent également. Et moi, j'ai ce sentiment peut-être de manque de confiance en moi, mais dans mon travail, parfois, je me dis « Oh là, je suis pas à ma place dans la manière dont je parle du film, c'est pas bien. » Puis après, je me dis « Mais attends, JB, non, t'as pas en fait à mettre ton école d'analyse en dessous d'une autre, parce que en soi, les deux ne sont pas dangereuses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, je trouve ça... Et en ce moment, alors je vais pas vous mentir, ça va être très personnel, mais en ce moment, je traverse une sorte de crise existentielle sur ma personne et mon rapport au monde. Et en fait, au travers des moments où je peux parler avec des amis, comme ici dans ce podcast, où je peux parler de cinéma, j'essaye un peu de soigner mes questions en les mettant dans ce que je parle, pour ensuite dialoguer justement avec des gens dessus, parce que je pense, ça va être très triste, mais je pense que je me sens assez seul en ce moment, et que parce que je suis assez seul en ce moment, et que du coup, forcément, vu que je suis assez seul en ce moment, depuis que j'ai arrêté l'école, dans ma chambre à faire des vidéos, et donc à dialoguer avec moi-même. En fait, dialoguer avec moi-même en permanence, en fait, je dialogue contre un mur, et donc quand j'ai des problèmes, des questionnements, bah je peux pas forcément y répondre tout seul, puisque entre guillemets mon cerveau va toujours être d'accord et en désaccord avec ce que je dis, mais j'ai besoin d'autres visions, et donc j'essaye un peu de me soigner comme ça en mettant par-ci par-là mes sujets de réflexion dans ce que je raconte sur le cinéma ou autre, et ça m'a fait très plaisir là d'entendre vos réponses, ça m'a fait du bien et elles sont très intéressantes, je vous remercie. Bébou, merci à toi. Je pense que c'est vraiment très très sain d'en parler comme ça en plus. Non, moi je voulais dire, moi pour revenir sur cette histoire, moi je pense que la grande idée c'est qu'il n'y a pas de bonne manière d'aborder un film ou n'importe quelle œuvre d'art. Je pense pas qu'il y ait une bonne façon de parler d'un film et des mauvaises façons. Je pense que c'est ta façon à toi qui est important. Et pour ça, je suis d'accord, surtout que ma façon à moi est la meilleure. Allez, prochain sujet. Oui. Je vais très rapidement rebondir là-dessus. Juste, je suis complètement d'accord avec toi, et en fait, j'aimerais bien me le dire plus souvent. Ton avis, ta critique, ta lecture, ta façon de le faire compte, et il faut continuer de creuser dans ce sens. Parce que je sais que ça m'est arrivé régulièrement, souvent, que ce soit par manque de confiance, que ce soit parce que je suis un gros people pleaser, ou que ce soit parce que des fois on est fatigué, ou on se sent plus ignorant qu'un moment, ou on a peur de faire mal ou de mal dire, de faire un espèce de condensé de tout ce que j'avais lu. C'est-à-dire de lire des avis. Et en fait, il y a un seuil de lecture plus ou moins critique où tu sais pas trop si tu es acteur, actrice d'une parole qui est pas la tienne, donc si tu es plutôt porte-parole, ou si tu es en train de raisonner avec tes propres idées. Et je trouve que parfois l'équilibre il est difficile, et ça a rapport à l'ego et la confiance. C'est-à-dire que dire ce qu'on pense profondément, c'est s'afficher en fait, c'est se vulnérabiliser, c'est dire voilà, ça c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que je pense vraiment. Il faut être solide sur ses appuis pour reprendre une réponse. Alors que quand on donne, je sais pas, la lecture de je sais pas qui des cahiers du cinéma, ou la lecture de Jean Messia, au final si elle se fait éclater, on s'en fout. Oui. On s'en fout, c'est pas la nôtre. Parce qu'en un sens, c'est pas nous. Ouais. Là, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, c'est très intéressant. Ah moi j'ai eu besoin de me protéger, hein. J'ai eu besoin de me protéger, et bon, ça a été fait un moment et c'était bien comme il fallait.
Et je sais que maintenant, avec le temps, j'ai compris. J'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce que je pense vraiment dans le fond. Est-ce que je pense vraiment ça, ou est-ce que je l'ai juste lu et j'ai l'impression que c'est la réponse. Quelque Ouais. part, il y a un élitisme. Il y aurait la réponse. Ce serait presque. Qu'est-ce que c'est ce film? Ah bah ce film, il parle de ça. Point. Oui, voilà. Bon, Mais si quand c'était tu des dis que t'es mathématiques, peut-être. Mais même en mathématiques, apparemment, ça marche pas. quand tu dis que t'es un people pleaser, c'est que t'as envie d'être aimé par les gens, c'est ça? Oui. Eh ben moi, pareil. En fait, genre, Aimez-moi. j'ai, mais je pense que beaucoup de personnes de mon âge ou de personnes qui n'ont pas mon âge passent par ce schéma de on a envie d'être aimé par tout le monde. On est en mode Oui. ah cette personne ne m'aime pas ou cette personne n'aime pas mon avis. Pourquoi? Parce qu'en soi, j'y suis allé avec toutes les bonnes intentions du monde et je pense que ouais, il faut trouver un équilibre dans ce système qui, pour l'avoir expérimenté tout seul dans ma tête, c'est vraiment un système d'œuf ou la poule, de poupée russe, tu vois. En fait, il n'y a jamais de début, il n'y a jamais de fin. Il faut trouver un équilibre là-dedans et c'est ultra galère. Et peut-être qu'en fait, l'équilibre passe par le fait de ne pas forcément angoisser par rapport à ces questions existentielles, mais justement de se dire, bah, déjà, je me les pose. Voilà, ça, c'est un équilibre, c'est un socle. Déjà, je me les pose. Et ouais, c'est vraiment passionnant. Je pourrais en parler des heures avec vous, mais après, je pense que Skull Kid, au niveau du montage, s'il a un podcast de 5h30, il va quand même un peu morfler. Donc, je pense qu'on va te laisser parler de ton sujet, cher Simon. Donc, Simon, tu voulais nous parler de ce que tu appelles les jeux de contemplation productive, et tu m'as dit aussi où le paradoxe de Stardew Valley. Ça, oui, c'est mon problème. C'est mon problème du moment et de tous les moments, parce que régulièrement, quand j'ai envie de jouer à un jeu vidéo chill, calme, tranquille, bref, que j'ai envie de me poser, que j'ai envie de poser mon cerveau, que j'ai envie de poser mon esprit, ben je me dis, tiens, et si j'allais à la ferme? Et si j'allais à la pêche? Et si j'allais miner, éventuellement? Je me dis, je vais me faire une balade tranquillement. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre, bon, des Stardew Valley ou des milliards de copies de Stardew Valley, que ce soit enfin des copies ou des inspirations. D'ailleurs, Stardew Valley s'inspire d'Harvest Moon, qui était déjà un plaisir pour moi. Et puis je me retrouve à planter des choux, à planter des carottes, à planter des navets, à planter des radis, à planter tout ce que vous voulez, à m'occuper de mes poules. Et rapidement, me vient quelque chose, me vient un peu l'appât d'un chiffre, me vient le regard sur quelques valeurs qui augmentent, l'argent, le temps. Dans Stardew, comme dans Minecraft, comme dans Dave the Diver, comme dans la plupart de ces jeux qui ont parfois une demi-promesse d'évasion, je me retrouve toujours à construire des usines, multiplier mes productions, m'accaparer tous les biens et me retrouver en fait même à avoir presque un emploi du temps de ma journée dans Stardew Valley. Le matin, je me réveille, hop, je vérifie si mes plantes sont bien arrosées, je vérifie mes poules, mes vaches, je leur donne à manger. Et sitôt que j'ai terminé toutes ces tâches et cette récolte, je vais aller au village, offrir des cadeaux, faire mes achats de graines dans l'ordre. En fait, systématiquement, lorsque je joue à ces jeux, j'y viens d'abord pour la contemplation et je les quitte dans l'hyperproduction. Attention, je dis pas nécessairement que ce sont des faiblesses de ces jeux-là. En tout cas, elles les contiennent en eux. Mais c'est moi, qui joue comme ça régulièrement à ces jeux. Là, dernièrement, j'ai lancé Dave the Diver. Bon, pas la même promesse. On est quand même sur quelque chose où on dit on va faire de la gestion, on va récupérer du poisson et on va en faire des sushis. Mais quelque part, au début, quand j'y jouais, eh ben, j'explorais les fonds marins. Je me baladais. J'allais voir les baleines. J'allais voir les coquillages un peu plus haut, un peu plus bas. Et au fur et à mesure, je me suis mis juste à me demander, bon, maintenant je vais en mer, va me falloir 3 requins du Groenland, 2 méduses boîtes et un poisson clown. Bon, au-delà d'être infernal, heureusement c'est qu'un jeu au niveau écologique, bah, j'y joue plus avec la même ambition qu'avant. Dernièrement, même encore une fois, Minecraft, chaque fois que je commence à y jouer, je me fais une maison, je voyage,
et je fais des mines, les unes après les autres. Lorsque je quitte ce jeu, c'est toujours parce que j'ai commencé à faire soit des fermes à XP, soit des fermes à laine, soit que je me suis dit, tiens, je vais avoir toute mon armure au maximum. Du coup, ce qui fait que je me pose une question. Est-ce que, vu que ces jeux-là, longs dans leur mécanique de jeu, ces jeux sont justement faussement contemplatifs quelque part, ou vraiment contemplatifs et vraiment productifs dans leur mécanisme, ou est-ce que juste, le moment où j'y arrive pour la contemplation, je me leurre un petit peu quelque part, en me disant, bon, bah, je vais me reposer, et au final, je me plais dans ces mécaniques-là. Parce que, pour avoir joué à des jeux purement contemplatifs, je sais pas à quoi je pense, ou des jeux typiquement bah, à scénario, je pense comment il s'appelle ce jeu avec le phare? Ça me reviendra un moment. Ça me reviendra un moment. Ah, merci. Edith Finch. Et bah, je suis passionné par l'histoire du jeu, mais il n'y a pas tant de rejouabilité. C'est une histoire donnée. C'est pas une critique encore une fois, mais c'est pas un jeu sur lequel je peux passer des semaines. C'est pas un jeu dans lequel je peux faire une méditation longue, on va dire. Et ce qui fait que j'en viens à me demander, est-ce que ces jeux-là existent? Ces jeux qui seraient à la fois des mécaniques de gameplay, donc quelque chose d'assez sportif, quelque chose d'assez répété, et qui renverrait de temps en temps à la contemplation et à la balade? Ou est-ce que c'est juste que j'aime beaucoup les mécaniques de jeux de ferme ou de jeux de farm, justement, de jeux de gestion, et que bah, j'ai plaisir à m'y engouffrer dedans et que sitôt que ça se répète un peu trop, je m'enfuis. En tout cas, je cherche, je joue, j'aime jouer à Minecraft, j'aime jouer à Stardew Valley, j'aime jouer à Dave the Diver, jusqu'au moment où ça commence à devenir mon métier. Est-ce que ça vous arrive aussi? Est-ce que c'est aussi vos manières d'y jouer? Est-ce que vous avez des réflexions quant à cette perdition totale et cette débauche du jeu vidéo contemplatif productif dans laquelle je m'enfourne? En fait, je trouve ça vraiment passionnant tout ce que tu racontes. En fait, sur là où tu recherches un imaginaire, il y a toujours le réel qui va s'incurser à l'intérieur. Et c'est comme quelque chose contre lequel tu ne peux rien, en fait. C'est genre naturel, comme ça. Je dis pas de bêtises, hein, c'est un peu ça que tu ressens. Ouais, complet. Et bah, par exemple, je vais développer mon argumentaire avec 2 jeux, avec Minecraft. En fait, je pense que tu peux toi-même, en un certain sens, dans certains jeux, décider de contrôler la puissance de ton réel qui va s'incurser à l'intérieur de cet imaginaire. Par exemple, Minecraft, rien ne t'empêche de lancer une partie survie et de te dire, par exemple, je vais supprimer les monstres de cette partie survie, je pense que c'est possible. Et comme ça, il ne te reste plus qu'à explorer tranquillement un monde. Et vu qu'il n'y a pas les monstres, en soi, tu as juste besoin d'avoir un lit pour sauvegarder l'endroit où tu es si tu meurs d'un autre accident dans le jeu. Mais tu n'as même pas besoin de te construire d'armure, de farm à XP ou ce genre de choses. En fait, tu as juste à marcher, explorer la map dans tous ces recoins. Et je pense que voilà, il y aura quand même un peu de ton réel qui s'incursera à l'intérieur, mais ça permettrait de jauger un peu ça. Et puis sinon, est-ce que tu connais le jeu Guild Wars 2? Si tu veux que je perde totalement mon réel dedans. Oui, je le connais. J'ai pas joué beaucoup. Moi, j'étais quand même beaucoup sur World of Warcraft et musulman. Quand on a un MMO, c'est difficile d'en avoir 2. Mais j'avais beaucoup de camarades sur Guild Wars 2 qui s'amusaient beaucoup. Parce que Guild Wars 2, ce qui est pratique, c'est que dans la version gratuite, qui est assez longue, tu peux soit opter pour te balader dans l'univers et donc remplir des quêtes, où on va te donner des choses, de l'argent ou autre, soit tu peux complètement oublier ça et ne te fier que à l'histoire, parce qu'il te propose une histoire aussi, où là aussi tu vas gagner des choses, etc. Mais ça me rappelle un peu ce que tu disais, où tu cherchais un jeu avec
plus peut-être une histoire, un truc tout tracé, qui te détacherait un peu des autres incursions du réel dont tu parlais. Et tu cherchais aussi du contemplatif. Et moi, je pense que si tu ne fais que l'histoire dans Guild Wars 2, ou même si tu ne fais pas l'histoire, mais juste tu te balades, tu tues certaines créatures pour gagner 2-3 trucs, mais tu ne remplis pas les quêtes, juste tu te balades, tu fais toutes les maps, tu regardes dans tous les recoins et tout, ça peut encore une fois jauger l'incursion du réel et avoir un côté plus contemplatif, avec le cerveau plus reposé. J'espère que je dis pas de bêtises. Alors, j'ai énormément joué à Guild Wars 2. Vraiment, j'ai joué à peu de jeux dans ma vie, mais Guild Wars 2, j'y ai énormément joué. Et ce que je peux dire, c'est que même les versions payantes que j'ai testées à l'époque, en termes de création de nouvelles maps et d'aménagement de l'histoire, elles sont pas mal. Et donc, j'essaye, tant bien que mal, de manière galérante, d'essayer de trouver un secteur où tu pourrais plus jauger le réel et laisser le contemplatif avoir un petit peu le dessus. Mais après, je pense que de toute manière, c'est quelque chose qui est... c'est comme les films, c'est comme les séries, c'est comme les livres, c'est comme les jeux vidéo. Il y aura forcément tes agissements du réel ou tes visions du réel, de ton réel, qui s'incurseront dans l'imaginaire que tu es en train de cultiver. C'est, encore une fois, un système d'œuf ou la poule, un système de poupée russe. C'est un truc qui est impossible à stopper. Parce que même quand tu vas rencontrer une nouvelle personne dans ta vie, il y aura forcément une vision associée à cette personne au bout de 5 minutes que tu l'as vue, qui de manière complètement inconsciente se basera sur plein de choses de ton vécu et de ton réel. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas lutter contre ça. Il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est qu'on peut essayer, on a la capacité, nous, êtres humains, de jauger un petit peu cela. Voilà. Maintenant, ça fera 400 € la séance de psy. Non. Tu prends pas la carte vitale. Hein. Ah non, surtout pas. Et je prends pas la carte bleue, je prends que les chèques. Ah oui, je comprends. Ouais. C'est bien. Ah oui. Ça, c'est le. C'est payable en une fois. Ça prend pas la carte bleue, je prends que les chèques. Et donc voilà, j'espère que ça t'aura intéressé. J'espère que j'ai pas été que dans le faux. Oh non, pas du tout. Je suis complètement d'accord. Il y a vraiment de toute façon le réel qui s'abat de nouveau sur nous, peu importe aussi profond qu'on va dans certaines œuvres. Mais comment dire, il y a des heureusement hein, d'ailleurs qu'on existe dans ce qu'on lit, ce qu'on vit, ce qu'on consomme, ce qu'on voit, et on existe d'autant plus fort. Quelque part ailleurs. Oui, ça vient me dire un peu, est-ce que je fais assez? Est-ce que je vis assez? Est-ce que je produis assez? C'est juste, je suis aussi très surpris par ces jeux, justement, dont on parlait de promesses tout à l'heure de films. Et quelque part, une promesse de Stardew, quand tu fais le tout début, c'est de te dire, tu en as marre du travail dans le bureau, tu en as marre de l'entreprise, tu en as marre de la hiérarchie, tu en as marre du cubicle et de faire du travail répétitif pour une hiérarchie minable. Eh bien, tu sais quoi? Là. T'as une ferme à Stardew Valley. Et il se passe rarement beaucoup de temps avant que tu te transformes en mania de l'agriculture. La promesse est tronquée, mais parce que je pense que ça rejoint. Et en même temps, comme tu disais, on a le choix. Même les créateurs de jeux, même si leur promesse c'est du contemplatif et se reposer le cerveau, même eux, ils auront leur réel qui s'incursera dans leur création. En fait, faudrait un jeu où il y a une gigantesque map dans un univers futuriste sur une autre planète où tu ne fais que marcher, quoi. Mais est-ce que même ça, ça serait viable, tu vois? Ne que marcher, ne que regarder. Quelque part, j'ai envie de te dire, moi, si on me tape un peu sur le côté du téléviseur de temps en temps pour me rappeler, ou si on me secoue un petit peu les clés devant les yeux, ça me dérange pas tant que ça. C'est-à-dire que si on me rappelle de temps en temps, tu te rappelles, t'as une ferme, tu te rappelles, il y a des grottes, tu te rappelles, il y a des objectifs, ça me va. Quand bien même, de toute façon, même dans Minecraft, je me les fixe moi-même, ces objectifs, et je finis moi-même par construire tout un tas de trucs qui me donnent des responsabilités que j'ai pas envie de tenir. Parce qu'il y a ce besoin de responsabilité, je pense, en chaque être humain. Mais
Ouais, je Peut-être ben. suis un peu Peut-être perdu pas. sur la question. J'essaye d'apporter des Après- réponses, mais Ah, mais fais-toi plaisir. Moi, je pense qu'on est là pour te que- perdre. Ouais. Moi, je pense que quand même dans Stardew Valley, il y a quand même une histoire de mécanique du jeu qui t'incite Ouais. à améliorer le rendement, quoi. C'est quand même Ouais. inscrit dans l'ADN du jeu. Ouais. Ce qui peut poser problème. Alors moi, je ne joue pas à ce genre de jeu. Je joue en général à des jeux qui ont une fin, parce que sinon ça me fait peur. J'ai peur de perdre dedans. Donc quand on me promet qu'il n'y a pas de fin, justement, j'ai peur que ça boucle comme ça et qu'après le but c'est de faire toujours plus et qu'au bout d'un moment tu te retrouves coincé. Je citerai quand même comme jeu qui allie contemplatif dans le sens où tu peux te perdre et ne pas penser à des objectifs. Tu peux juste te balader sur la map et trouver des objectifs. Je penserais quand même à Breath of the Wild quand même, que j'ai repris récemment et qui est très fort pour te laisser le côté exploration. Comme il y a un objectif final, donc il y a une fin quand même. À la fin, faut tuer Ganon. Mais c'est tu peux te balader dans la Ori, map. le jeu. Non, c'est Zelda Breath of the Wild. Ah, je confonds totalement, ok. Je pensais que c'était Ori, Breath of the Wild, parce que j'avais Non, entendu parler de c'est, ce jeu, j'avais vu les visuels et j'avais entendu les Ori and musiques et j'étais en mode, the Blind waouh, c'est Forest. trop bien. Ouais. The Legend Ouais. of Zelda, Pokémon, c'est ça? Ouais, je connais. Et puis il y a des jeux bac à sable auxquels j'ai pas joué pour le coup, mais genre Kenshi, j'en ai entendu parler, où là tu te fixes tes propres objectifs. Ouais. Bon, c'est beaucoup moins Sinon- agréable. Enfin, oui. Sinon, pour le côté contemplatif, Quel mais enfer. pas forcément échappatoire, tu vas sur Google Maps et tu regardes tous les endroits de la planète Terre. Ah Oui. bah oui, j'adore. Non, mais tu vois, genre, 100 fois. c'est pas très échappatoire parce que tu vas forcément tomber sur des endroits, genre, je sais pas, le siège du Rassemblement National que t'as pas forcément envie de voir, tu vois. En même temps, qu'est-ce que tu fous dans le bar? Ouais, non, mais, mais en même temps, t'as ce côté, là, pour le coup, t'as pas d'objectif si ce n'est de tout regarder. Tu vois? Ouais, complètement. Oui. Bah, le côté regarder, de toute façon, moi, ça m'a toujours plu, hein, grande voyeuse dans l'âme, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et c'est vrai que quand tu disais, bah, Breath of the Wild, justement, j'y ai pensé quand Illustre Connu parlait. Et c'est vrai que c'est là que j'ai passé peut-être le plus de temps contemplatif. Dernièrement, je joue aussi à C'est pas Pokémon moi qui en ai Snap. parlé. C'est Skull Kid. Non, mais justement, quand on a parlé, après, Ah, ok. Arthur en a parlé et l'a cité, et je me suis dit, oh, c'est très bien. Je voulais t'es rendre dans à l'air. Arthur ce qui était Arthur. Ouais, T'as bien c'est ça. fait de lui rendre. C'est juste, ça a connecté de me dire, ah ben lui aussi pense à Breath of the Wild à ce moment-là, et ça me plaît. C'est un jeu sur lequel j'ai pris des photos avant qu'il y ait les fonctions photo dans le jeu. J'allais sur je sais plus quelle plage là sur la côte où il y a les crabes, les palmiers, le village de pêcheurs. Et je crois que j'ai dû passer bien une dizaine d'heures de jeu là-bas à m'inventer photographe. Bon, pendant que évidemment Hyrule était en train de s'effondrer, moi je prenais des photos comme d'habitude. Oui, voilà. Mais j'ai passé un temps de plaisir monstre à faire ça. Mais sinon, Et c'est vrai que de toute manière, la contemplation, elle peut faire irruption dans n'importe quel jeu. Je sais qu'il y a je connaissais des collègues qui faisaient justement du podcast ou de la vidéo, des vidéos YouTube, et qui utilisaient, je crois, le moteur de Battlefield pour mettre leurs images, quoi. Ah, ok. Mais sinon, tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux incurser Oui. l'imaginaire et le contemplatif dans le réel. Par exemple, pour moi, le meilleur exemple, c'est aller dans un musée. Là, t'as pas d'autre objectif que regarder des trucs. Et toi-même, avec ton imaginaire, si tu ne regardes pas toutes les descriptions, etc., de voilà, ça vient de là, et ça a été fait par ci, ça a été fait par ça, toi-même, tu peux juste construire tout un nouveau monde avec ton imaginaire et de manière contemplative, vu que tu ne vas que regarder. Oui. Tu vois? Donc, Ouais, je comprends très bien. après, tu peux aussi regarder mes vidéos, voilà. Non. Je m'abonne. Mais après, moi, je pense qu'il est possible d'avoir des objectifs dans un jeu sans qu'il y ait besoin de faire du rendement, de faire du chiffre. Ouais, voilà. Ouais. Et Breath of the Wild, c'est tout à fait ça. Dès le début, on te dit, au milieu de la map, il y a un monstre, le but du jeu, c'est de le tuer. Et après, tu fais ce que tu veux. Bon chance. Sinon, il y a un film. Je crois que Skull Kid, je lui en ai déjà parlé parce que je suis désolé, le sujet est absolument passionnant. Il y a un film, alors là, si tu cherches du complatif, tu vas l'avoir. Ça s'appelle Logistique. Non, tu m'en as jamais parlé. C'est un film qui date de 2012. Et est-ce que vous êtes prêts? Le film, il dure. Alors, je vais vous dire.
Logistic ou Logistic 6h42. Art Project est un film d'art expérimental suédois d'Erika Magnusson Oui, j'en et Daniel entends parler. Anderson sorti en 2012 avec une durée de 51 420 minutes, soit 857 heures, soit 35 jours Ah et non, 17 heures. C'est pas le trop. plus long film jamais réalisé. Et alors Et de la quoi bande-annonce ça dure 7 parle heures, oui, j'en ai entendu parler. Et en fait, Et qu'est-ce que vous faites juste le jeudi, du film, coup? je crois que c'est un cadre fixe qui suit l'expédition d'une machine à café d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Ok. Et alors là, t'as le temps de te poser des questions et t'as pas de rendement, t'as pas. Ah, ça, Tu vois, c'est sûr. Est-ce que c'est coupé irrégulièrement par un cri de Luigi? Je sais pas. Mais j'ai vu des gens noter ce film. Donc il doit exister dans une version courte de 15 heures. Oui, je crois qu'il y a une bande-annonce qui dure 7 heures. Moi, je sais Non, pas non, trop mais, si j'ai envie de le voir parce que j'ai lu le livre et j'ai peur d'être déçu. Ah, Le livre le fait livre qui faisait 50 pages. Donc tu sais. C'est un visual novel, en fait. C'est un roman graphique. un visual novel sur une machine à café. Machine à café San. Non mais en vrai, Oui. genre comment tu montes un film pareil? Comment tu le filmes? Genre la caméra Comment reste tu le allumée descends, pendant surtout? un mois? Parce qu'à la limite, le monter. Bah, surtout, moi, le truc, c'est comment Quel est le temps de l'export? le faire vivre. Oui, ça, oui. S'ils l'ont fait en Il mille faut avoir fois. une vraie machine. Sinon, je rebondis très rapidement. Je ne sais pas si je vais regarder ça, j'avoue sincèrement. Peut-être que je vais prendre quand même Oui. des photos dessus. Mais en tout cas, je suis très heureux de savoir que ça existe. Est-ce que tu peux me rappeler le nom, que je puisse ne pas le noter? Ça s'appelle Logistics. Logistique. Ouais. Je Mais suis disais pas du ravi tout ça. de savoir que ça Je existe et je vais disais- devoir regarder des extraits. Je suis piégé. Je disais pas du tout ça pour me foutre de toi ou quoi. C'est juste. Ah non, mais moi c'est- j'adore. Parce qu'un jour, je sais pas, je devais m'ennuyer, il devait être 3 heures du matin. J'ai dit, alors, quels sont les films les plus longs jamais réalisés? Avec une voix un peu à la Godard, mais vachement tronquée quand même, tu vois. Quels sont les films les plus longs jamais réalisés? Godard, mais avec le quelques cinéma, godets, quoi. Genre, je faisais Godard et Vincent Cassel dans la même phrase, tu vois. Il Bonjour a Wikipédia, été- je voudrais savoir quels sont les films de cinéma les plus longs jamais réalisés. En je suis fait, je suis c'est sur pas une Wikipédia, IA. apparemment le film a été projeté au cinéma dans un festival. Ça, c'est fou, ça. Oh putain, J'adore. l'enfer. En fait, non, JB, c'est pas une IA, c'est une soundboard. Le cinéma, en fait, les plus longs films. Le cinéma. Ou Gabriel Sur un Attal. bouton. Gabriel Attal. Tu vois le film et tu le finis. Comme ça. Tu répares, tu Tu casses. veux voir le Enfin, film, non. tu lances sur play. Tu vas aux toilettes, tu tires la chasse. Voilà. Je suis convaincu. Je vote pour. Puis après, il y a Macron qui débarque en mode pardon de vous le dire. Pardon de vous le dire. Vous me voyez actuellement assis. Non, arrête. Bon. J'en peux plus. Puis après, pour t'as revenir Nicolas très Sarkozy rapidement qui à- débarque. T'as tout le fleuron politique qui débarque en mode Oui. logistique. C'est un Logistique. film qui- Sur c'est un film. Mais vous savez qu'un jour, Sarkozy, il a dit un truc qui m'a passionné quand même, tellement c'était nul, mais ça semblait si profond. Il a C'est mangé qu'il quoi avait comme dit, truc Phil, la Terre devrait s'appeler la mer, Oui, puisqu'elle est c'est vrai. constituée de 70% d'eau. Enfin, je sais plus, mais... Je pense qu'il a raison. Oui, en tout cas, je suis 100% d'accord avec qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on regarde et comment on le fait. Et typiquement, c'est comme ça que j'ai découvert. Forcément, je m'y attendais pas, mais je me suis dit, il peut pas y avoir de speedrun sur Journey, sur le jeu de Journey là, qui a été l'un des premiers jeux où on s'est dit, ah là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est contemplatif, bravo Bad Game Company. Et effectivement, c'est très beau, c'est très contemplatif, bravo Bad Game Company. Et je me suis surpris à voir qu'il y avait des speedruns. Et je me suis dit, c'est vrai, on peut aussi speedrun un musée, en fait, au final. Oui, finalement. D'ailleurs, il l'a Y a fait pas de au tous. Louvre la dernière fois, je l'ai vu, il courait dans le musée partout comme ça. C'est les gens qui font de la lecture rapide où ils disent, ils tournent les pages comme ça et ils disent j'ai tout retenu. J'ai pour pas aimé. maximiser le rendement de la lecture. Je vais vous lire le scénario Quel du enfer. Seigneur des Anneaux 3 Mon prof version de philo longue au leur plus serait vite. tombé dessus. Ça. Je vais vous lire le scénario du Seigneur des Anneaux 3 version longue au plus vite. Vous êtes prêts? Attention. Version très accélérée. Le lore va trop loin.
Mais je trouve qu'on a déjà posé un sacré leurre dans ce podcast dès le premier Muscle épisode. Ouais, c'est vrai que. Alors moi, je me suis demandé si l'essai vidéo était-il mort. Parce qu'il y a quelques mois, le vidéaste Arcade a publié un article sous forme de Google Doc qui exprime ses difficultés créatives après la sortie de son dernier essai vidéo à ce jour, qui s'appelle Call of Duty est plus qu'une œuvre d'art, c'est un jeu vidéo. Je mettrai le lien en description. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est un paragraphe à la fin du texte où il dit ceci. En étant franc, je pense que l'essai vidéo est un format mort, autocentré, qui surjoue son importance et sa pertinence, qui ne parle plus qu'au même public et s'en satisfait tout en prétendant le contraire. Du coup, je me demandais si l'essai vidéo était bel et bien mort. Alors, de quoi on parle quand on dit essai vidéo ? Personnellement, j'ai une acceptation très large du terme. J'expliquerai ça comme des vidéos scriptées, principalement à destination d'Internet aujourd'hui, dont le but est de transmettre des idées sur un sujet, et c'est à peu près tout. C'est donc à différencier des vlogs, qui eux ne sont pas scriptés mais spontanés, et on peut aussi les opposer aux vidéos à but humoristique et à celles à visée de vulgarisation scientifique, mais pour le coup, ces trois genres, donc la vidéo humoristique, l'essai vidéo et la vidéo de vulgarisation, sont carrément miscibles les uns avec les autres. Et c'est un de ces nouveaux médiums qui ont pu émerger grâce à Internet, comme par exemple l'horreur vidéo ou l'actual play, ou même le podcast. Et je vais dire médium et pas forme d'art, pour l'unique raison que je ne veux pas qu'Antoine Goya vienne me tirer dans les pattes après, mais je n'en pense pas moins. Pour ma part, je ne fais jamais de distinction culturelle entre les médiums, et je pense que regarder de bons essais vidéo, c'est mieux que de lire des mauvais livres, même si le second est plus prestigieux que le premier. Je pense aussi que c'est toujours délicat de dire d'un médium qu'il est mort. Si on en croit les critiques, le cinéma manque de mourir tous les 10 ans environ, à la moindre mutation. Et si on en croit les gens de droite sur Internet, la littérature, la musique, l'architecture et tout cela est en déclin à cause de la dégénérescence de la société. Donc, prudence. En revanche, oui, ça, hein, c'est à cause du wokisme, tout à fait. On en a marre ici, d'accord ? Simon, il m'a appelé, il m'a dit pas de wokisme ici, d'accord ? Pas de wokisme. De lire. Voilà, lire c'est woke. En revanche, oui, l'essai vidéo peut sembler être une volonté de légitimation de la culture YouTube. Vous savez, c'est des vidéos qui ont parfois l'air intelligentes et permettent de pas avoir honte de les regarder. Pas comme quand j'avais 14 ans et que je découvrais What the Cut. Et après, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est réservé à certains initiés, c'est difficilement assumable auprès de nos parents. D'un autre côté, ça donne un côté prétentieux à ceux qui reprennent les aspects académiques, qui sont assimilés à la bourgeoisie. Et vous savez, moi j'en ai marre qu'on accuse d'orgueil tous ceux qui ne font qu'être sincères. Je trouve ça néfaste de la course à dire lui il est prétentieux parce que il fait des trucs, il dit des trucs quoi. Hein, c'est à peu près le seul critère. En gros, je pense que t'en as marre de voir quand quelqu'un fait un essai et théorise quelque chose d'intéressant, mais au-delà de le théoriser de manière intéressante, le théorise de manière très complexe, très nuancé, avec une complexité et une nuance qui lui est propre. Il y a tout de suite des gens qui vont pas essayer de comprendre et vont dire c'est prétentieux. Ouais, se cachent vers peut-être un manque d'effort de compréhension. Ouais, mais même un manque d'effort pour rentrer dans le monde du créateur par c'est prétentieux. Ouais. Mais même dès que les gens s'expriment en général, dès que les gens aiment bien parler, c'est considéré comme prétentieux. Bah parce que je pense qu'il y a un gros souci dans le monde, mais là je vais me baser sur la France, sur l'expression au global. Tu prends par exemple, pour un peu parler politique, tu prends par exemple tous les mecs et les meufs d'extrême droite qui disent qu'ils sont censurés, ils n'ont pas accès à la liberté d'expression comme ces sales gauchiasses de merde. Et en fait, généralement, ils te disent ça quand quelqu'un, sous un post où ils ont expliqué quelque chose, leur dit « je ne suis pas d'accord ». Et je ne suis pas d'accord parce que si, parce que ça, parce que si. Et eux, en fait, ils voient ça comme une censure. On les interdit de parler. On les interdit de parler, alors que pas du tout. En soi, personne en France n'est interdit de dire quelque chose. Tu peux tout dire. Après, il va y avoir des répercussions. Soit dans la sphère privée ou publique, ou soit dans la sphère de la justice. Parce qu'en soi, évidemment qu'il y a quand même des termes, et heureusement, qui sont par essence interdits, à savoir le racisme, l'antisémitisme, et énormément de choses qui finissent en isme, qui sont très négatifs pour la société. Mais en soi, on va pas t'interdire de la dire. On va pas t'interdire de la dire. Donc, si tu étais vraiment censuré, tu serais dans 1984 de George Orwell, où vraiment tu ne peux même plus dire que 2 plus 2 égale 4. Oui. Tu vois, 2 plus 2 égale 5. Et
si tu étais vraiment censuré, tu ne pourrais même pas avoir l'intention de dire ce que tu as envie de dire. Si demain quelqu'un souhaite dire un propos raciste, il a parfaitement le droit en soi de le dire. Moi, je considère que non. Je considère que non, il n'a pas le droit de le dire. Mais en soi, dans la façon dont est constituée notre société, il a le droit de le dire. Il va y avoir des répercussions, notamment au niveau de la justice, qui sont pour moi très salutaires, parce que je condamne le racisme, je condamne toute forme de racisme, et je considère que le racisme ne doit pas être autorisé, véhiculé. Mais en soi, la personne, si elle veut être raciste et dire un truc raciste, elle peut le dire. Oui. Donc, c'est juste que et aux la États-Unis, c'est liberté de encore parler. pire, hein. Oui. Aux États-Unis, tu peux vraiment dire tout ce que tu veux et tu seras pas forcément attaqué en justice. C'est pour ça que c'est y a juste plus de dingueries de propos aux États-Unis, c'est certains. Oui. Voilà. C'est juste que la liberté de s'exprimer n'inclut pas la liberté de que tout le monde t'écoute. Voilà, c'est ça en fait. On confond trop. La personne n'est pas d'accord avec moi et la personne veut m'interdire de dire ce que j'ai à dire. Par contre, c'est vrai qu'à trop vouloir avoir l'air intelligent, on peut se retrouver à faire des vidéos génériques et professorales. C'est un écueil dans lequel je suis parfois tombé dans le passé, mais les essais vidéo les plus populaires valent quasi systématiquement mieux ça. À mes yeux, la culture essai vidéo, c'est à la fois du divertissement et une forme d'éducation populaire, un moyen de véhiculer de la culture et de faire penser les médias différemment. Et c'est surtout, quand c'est bien fait, un intense transmetteur de passion. Un de mes créateurs préférés de ce domaine, qui s'appelle Eyepatchwolf, disait dans un document destiné à ses patriotes que sa philosophie, quand il fait des vidéos, c'était être sincère, c'est mieux que d'être malin. D'où la blague des vidéos de plusieurs heures sur des sujets super niches. Et je trouve ça important qu'il y ait, grâce à Internet, justement, un moyen de parler longuement de sujets qui intéressent vraiment celui qui parle, et ce qui permet, en lien avec la chronique de SP, de se détacher de la logique de productivité capitaliste. Alors, l'essai vidéo est-il mort? Disons qu'il est moins à la mode qu'à l'époque, et c'est peut-être tant mieux. On a vu au pic de la popularité du format des gens créer des essais à l'appel rapidement dans l'unique but de faire de l'engagement et ou du fric. On pense par exemple au scandale lancé par la vidéo de Edge Bomberguy en décembre 2023, dans lequel il démontrait des faits de plagiat chez certains créateurs anglophones, et qui, soit dit en passant, c'est un essai vidéo de 4 heures avec près de 42 millions de vues. Je pense que c'est le plus vu de tout YouTube. Ouais. Donc si on peut se passer de ça, si on n'a accès qu'à un public restreint, est-ce qu'au final, c'est pas pour le mieux? Je vous le demande. J'adore. Merci beaucoup. Moi, déjà, je vais répondre de manière complexe et élitiste. Donc, attention, j'espère que ce sera pas trop difficile à suivre. Hein. Faites des efforts, je vous en prie. Oh, arrête d'être prétentieux, là. Attention, ça arrive. Hein. La prétention arrive fort, fort, fort. Parce que moi, ce que tu m'as dit, ça m'a rappelé des propos de Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand. Ah, ok. Et là, c'est important. Attends, j'essaie de deviner. T'inquiète, je vais te les citer de manière beaucoup moins pédante que ce que je voulais finalement. Mais ça m'a rappelé 2 textes. Il y a un texte dans je sais pas quel livre, au hasard, on va dire les généalogies de la morale, mais on se trompe. Pas sûr. Donc ça, c'est bien, c'est important de citer des à peu près. Où, il dit qu'on n'aime pas la gueule des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire que il s'est rendu compte, c'est un aphorisme, c'est une phrase courte, quoi. Il met beaucoup d'idées dans pas beaucoup de mots. Il dit globalement, lorsqu'on est vu, on fait plus la tête des gens qui réfléchissent, parce que la tête de quelqu'un qui réfléchit vraiment, il a l'air vraiment con. Il le dit exactement comme ça, c'est ses mots. Non, c'est pas du tout ses mots. Mais en gros, il explique que vraiment le fait de tordre la tête, de sourciller, de lever le menton, de se tenir le visage, de bouger dans tous les sens à gauche à droite, en fait, la Macarena. Et de danser la Macarena, parce que moi c'est comme ça que je réfléchis exclusivement. D'ailleurs, c'est pour ça que je réfléchis très très peu. Notre Allemand là nous dit que on se cache, parce qu'en fait on a honte. On a honte parce que c'est pas très présentable, c'est pas très esthétique. Donc déjà, rien que la pensée, le fait de penser, de se casser la tête à penser, c'est pas beau à voir. Et ensuite, ça me fait penser à un deuxième passage où il parle. Non, j'attends pas du tout. Je me dépêche. Et là, je t'écoute. Non, désolé, mais c'est pour rejoindre ton point. Est-ce qu'on se cache pas par une certaine forme de populisme? Complètement. Bah oui. Je me demande si c'est même pas ce qu'il dit. J'en sais rien pour le coup. Oui. Mais en tout cas, oui, c'est pour plaire à l'appareil, c'est pour plaire à la structure, c'est pour correspondre au modèle ambiant, quoi. Du coup, être le moins soi possible et être le plus cette volonté de populisme ne se retrouverait pas dans
un discours affilié à certains partis. Exactement, oui. Et où est la frontière? Où est la frontière? Hein, de qui on parle? Non, pardon, pas il y a un deuxième texte, du coup, qui me fait penser à ce que tu dis, où il parle, en gros, des poètes et des philosophes, où il dit que c'est un peu comme des gens qui regardent dans une mare et qui vont voir, en fait, au fond de l'eau, dans des endroits où c'est le plus trouble. C'est-à-dire, là où c'est dur d'avoir des idées, là où c'est dur d'avoir des pensées, là où c'est dur de comprendre, c'est très trouble. Et en gros, il te dit qu'il y a deux profils. T'as ceux qui vont regarder profondément dans cette boue en disant voilà ce que j'y vois et faites confiance à mes yeux. Difficile vu qu'on n'a pas ses yeux. Et il te dit aussi t'as celles et ceux qui ont remué la boue pour montrer du trouble et dire voyez on comprend rien à ce que je dis donc c'est que c'est intelligent. Et en fait je pense qu'il y a des confusions et que les gens ont globalement peur de ce qui est trop trouble et trop confus. On préfère largement ce qui est simple, clair et limpide. Le problème, c'est que pour la vérité, arriver à faire du clair, simple et limpide avec des choses confuses et complexes, c'est chiant et c'est dur et ça prend du temps. Alors que raconter nimp, c'est facile. N'est-ce pas, Jean? Non, mais il y a aussi un truc chez Arcade notamment qui est un excellent vidéaste au demeurant. Mais j'ai remarqué chez lui quand même une peur de paraître bourgeois assez fort, quoi, Parce qu'il associerait l'intellectualisation à la bourgeoisie. Ouais, l'académisme, quoi. Le fait de prendre des oripeaux de l'académie, de l'université. Est-ce que ça serait, quand on regarde la façon dont s'est construite notre histoire à l'humanité, est-ce qu'il aurait en un sens forcément tort? Parce que quand tu vois, par exemple, certains partis affiliés notamment à l'extrême droite, ou même pas forcément à l'extrême droite, à la droite, ça se retrouve quand même plus à la droite ou à l'extrême droite, ce que je vais dire, mais qui font tout pour ne pas donner accès à la culture dans des endroits plus populaires. Est-ce que du coup associer l'intellectualisation encore aujourd'hui à une certaine forme de bourgeoisie n'est-il pas en un sens vrai? Vous avez 4 heures, pas 1 minute de plus. Non, mais je sais pas si je dis une bêtise, hein. J'essaie vraiment de froisser personne et d'être le plus proche de la réalité possible politiquement, mais bon, encore une fois, j'ai encore à apprendre. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est je parle avec les réponses. Je pense qu'il y a les deux. Vas-y, pardon. Oui, voilà. Non, mais je ne suis pas clair avec moi-même là. Mais il y a ce qui est bien avec l'essai vidéo, c'est justement le permettre de populariser une forme de culture et même un certain état d'esprit dans une manière de parler de culture, parce que c'est pas forcément des sujets compliqués, quoi. Et de manière plus universelle, parce que factuellement, toute l'humanité peut quand même avoir accès à YouTube d'un moyen ou d'un autre. Enfin, factuellement, non. Mais une grande partie de l'humanité peut avoir plus facilement accès à du YouTube qu'à ne serait-ce une bibliothèque, quoi. Non, mais c'est... Tu vois, en fait, il faut voir YouTube, parce que, bon, je parle surtout de YouTube, mais il y a d'autres réseaux. Il faut voir comme la bibliothèque, autant négative que positive, ce qui se rapproche le plus d'une certaine forme d'universalité en termes d'accès à la culture. J'ai beaucoup aimé la phrase du youtubeur que tu as cité. Sincère et être plus sincère que malin. Oui. Je crois que c'est vraiment précieux, ça. Oui, ça m'a... Ouais, ça m'a changé ma manière de faire, hein, vraiment, cette phrase. Mais, on a beau piger des trucs, au moins théoriquement, tant qu'on le ressent pas comme une pratique, tant qu'on n'a pas, entre guillemets, le bon rappel, le bon slogan, la bonne prière, on le comprend pas et on le fait pas, quoi. Et là, vraiment, plus sincère que malin, j'aime beaucoup. Ça prive pas d'être malin, mais au moins choisir d'abord de dire ce qu'on pense vraiment, quoi. Vas-y, c'est ça qui différencie les essais vidéo du texte, enfin les essais en général d'ailleurs des textes universitaires, quoi. Ouais. Quelque part, ça me rappelle une expression qui dit la bienveillance sans vérité, c'est de la manipulation. La vérité sans bienveillance, c'est de la cruauté. Quelque part, est-ce qu'on essaye d'être sincère et vrai, mais lequel à quelle dose, quoi? Oui. Squalala, nous
sommes partis. Alors, pour la petite recommandation culturelle qui finira ce podcast en beauté, je l'espère, je conseille à toutes les personnes qui écoutent cet épisode, s'ils en ont l'occasion, de revoir ou découvrir le film Mississippi Burning d'Alan Parker, qui est actuellement disponible sur Arte et également via MyCanal. C'est un film que m'a fait découvrir mon père hier et j'étais tout content de savoir que c'était Alan Parker à la mise en scène parce que j'adore son cinéma. Alan Parker qui est le réalisateur entre autres de Birdie, qui parle des traumatismes de la guerre du Vietnam, le réalisateur également d'un film qui est bien plus connu, à savoir Pink Floyd The Wall, qui est une dinguerie visuelle de tous les instants et thématiquement également. Et Mississippi Burning, je trouve que c'est un film, même s'il fait un constat désespérant, mais quand même teinté d'espoir sur l'Amérique de 1964, au cœur du Mississippi, avec les actes du Ku Klux Klan, les actes extrêmement racistes que j'espère tout le monde condamne maintenant. Je trouve que dans sa trajectoire thématique, le constat qu'il fait sur les États-Unis peut être, en un sens, un constat qui marche aussi sur la situation en France actuellement avec la montée de l'extrême droite, mais la situation dans d'autres pays avec la montée de l'extrême droite, la façon dont elle agit, la façon dont elle dissimule, la façon dont elle use du populisme pour faire passer les actes les plus atroces possibles. Mais c'est un film qui explique également comment deux méthodes, à savoir la méthode de Willem Dafoe et la méthode de Gene Hackman, qui sont des méthodes qui peuvent paraître éloignées, tant qu'elles sont habitées par une volonté de faire le bien, une volonté de créer de la communauté et pas de l'individualité, eh bien, elles peuvent finir par se réunir et elles peuvent finir par amener à de grands actes de libération, de grands actes qui vont permettre de lutter de la manière la plus efficace possible finalement, même si de base, ça paraissait un petit peu en dents de scie, contre toute forme de racisme, toute forme de préjugés, toute forme de condamnation de l'autre par pure bêtise, toute forme de violence. Et donc, je vous conseille vraiment, vraiment de regarder ce film qui, même s'il a 38 ans, alerte toujours sur une situation qui malheureusement n'est que trop actuelle actuellement. Et en termes de pur cinéma, on retrouve cette photographie à la Alan Parker, notamment de nuit, avec un aspect très fantomatique. Et puis, c'est très bien dirigé en termes d'acteurs, d'actrices. C'est aussi fort thématiquement que plastiquement. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de voir ce film si vous en avez l'occasion. Et puis, en plus de ça, historiquement, il est passionnant. Voilà. 3 minutes compris, normalement, hein. Je sais pas, j'ai pas chronométré. Moi, je vous conseille Steven Universe. Je vous conseille de regarder 100 fois, 200 fois, 300 fois le dessin animé Steven Universe. Ça passait sur sa cartoon. C'était incroyable. Ah oui? Et c'est un remède fabuleux si vous avez envie de soleil, si vous avez envie d'inclusion, si vous avez envie d'amour. Je pense que c'est un dessin animé qui est profondément antiraciste, antifasciste et inclusif, bienveillant, avec de belles personnalités et personnages LGBTQIA+. Et sincèrement, il y en a sous le capot. Donc, si vous avez aimé Gravity Falls, si vous avez aimé Over the Garden Wall, et si vous les avez pas vus, regardez-les tous et toutes. Franchement, j'ai revu ça dernièrement et je me suis fait un petit plaisir. Ça m'a fait du bien, ça m'a redonné le sourire. Et je vais même vous dire, ça m'a motivé en tant que militante. Donc, c'est quand même assez précieux en ce moment. C'est super. Je regarderai. Il faut que je re-regarde Gravity Falls. Je regardais de temps en temps quand j'étais petit, mais là, j'aimerais trop me replonger dans cet univers qui, dans mon souvenir, est vraiment super. Ah ouais, Gravity Falls. Non, mais même visuellement, il y a une patine. Je me demande même si, dans son univers, il n'y a pas un peu une patine Stranger Things avant l'heure, non? Okay, dans l'endroit où ça se situe, etc. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Il y a un côté Twin Peaks, il y a un côté le fantastique qui côtoie le réel, il y a un côté liminaire. Ouais, mais même dans la patine visuelle, ouais. J'aime bien dire liminaire aujourd'hui. Je le dirais régulièrement. Liminaire. Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est liminal, mais en français, comme dans les liminal spaces. En gros, attention, on part sur la culture. Ça vient sans doute du grec ou du latin, on sait pas. Non, je sais pas moi. Ça vient de limes, et limes, ça veut dire la muraille, le rempart, la frontière. Et du coup, ce qui est liminaire, c'est ce qui est entre les deux, quoi. C'est
Ok. Ou sinon, ce qui est entre les deux ou qui est en premier. Du coup, par exemple, le préliminaire, bah, c'est ce qui se passe avant, ce qui se passe avant. D'accord, je vois, je comprends Ouais. mieux. En fait, je vous demande ça parce que moi, à chaque fois que j'apprends un nouveau mot, j'aime trop l'utiliser dans une de mes vidéos après. J'ai ce, Ah oui, j'adore. ce petit jeu, genre j'essaye d'apprendre souvent des nouveaux mots, des synonymes ou quoi, et de les utiliser. Parce que comme ça me donne l'air intelligent et il y a des gens qui vont pouvoir dire arrête d'être prétentieux. Voilà, tu vois, c'est la boucle. Liminaire, ça rend très prétentieux. Moi, je te conseille vivement d'utiliser liminaire. Mais en gros, c'est pour après, parler comme ça, des espaces, genre les salles d'attente, les couloirs d'hôtel, ce genre de trucs, non? C'est bien ça. non, Je vais arriver avec ma. ça peut être aussi pour dire, par exemple, pour un sujet liminaire, c'est une introduction. Ah, ok. C'est ce qui arrive en premier. Mais du coup, ça a pris en aussi, premier. je pense, la compréhension de liminal. Je sais pas. Oui, voilà. Mais Je vais arriver Ouais, avec c'était ma- juste les mines. Et pour ma part, je vous recommande un livre que j'ai fini hier, qui est Les Irresponsables de Johann Chapoutot, Oh oui. sous-titré Qui a porté Hitler au pouvoir, un essai Un moment sur fun. un moment fun, ouais, sur la débâcle de 1928 à 1933, comment la bourgeoisie a cru pouvoir gérer le phénomène nazi et lui a donné les clés du pouvoir. Et il y a beaucoup de parallèles avec notre réalité française actuelle. Et ça nous rappelle que il y a des vrais méchants qui font des vrais trucs de méchants et qu'il y a des responsables à nos problèmes. Voilà. C'est la fin de ce premier épisode du Skull Club. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à JB et à ASP de m'avoir accompagné. Je vais essayer d'en faire de temps en temps. Je ne promets rien, parce que si je promets, je vais me mettre la pression et je vais pas le faire. Mais je vais essayer d'en faire régulièrement. Et tous nos liens sont en description. Tous les liens que vous m'enverrez sont en description. Plus les trucs dont on a parlé. Merci à tous et au revoir. Bye tout le monde, à très vite. Bye bye. Alors, deuxième noise. Faut le garder. Les ça. nouilles au curry. Oui,